Nous allons vous proposer de commencer ces travaux avec une première table ronde. Vous l'avez compris, le découpage qui a été proposé à la faveur de cette manifestation est un découpage en table ronde qui doit permettre un maximum d'échanges. Et la première thématique que nous avons privilégiée est celle d'étude de la vulnérabilité au sein de la cellule familiale. On va, si vous le voulez bien, donc accueillir un certain nombre de témoins privilégiés, puis prendre un temps d'échange évidemment important avec la salle. Et en réfléchissant un petit peu, en préparant les travaux de cette matinée, on s'est assez vite rendu compte finalement que la cellule familiale, c'était un endroit au sein duquel un certain nombre de vulnérabilités pouvaient s'exprimer. Et on va d'abord vous présenter peut-être un petit peu comment s'opère l'intervention du droit au sein de la cellule familiale, pour ensuite envisager peut-être de mieux connaître, de mieux comprendre les différentes formes de vulnérabilité, afin peut-être de mieux accompagner demain ces vulnérabilités au sein de la cellule familiale. Et donc je vais commencer par me céder la parole pour ouvrir un petit peu les travaux et vous présenter un petit peu le regard du droit positif, comment le droit appréhende-t-il la cellule familiale en matière de vulnérabilité. Donc le point de départ de notre réflexion, c'est de savoir un petit peu quel est le bilan de la... Excusez-moi, j'ai un peu de mal avec le matériel. Je ne sais pas si vous voyez tout. Non. Quel est le bilan un petit peu de la... Quel est le bilan de la législation en droit de la famille et quelle est la place, entre guillemets, pour la notion de vulnérabilité dans ce domaine? Alors, globalement, quand j'ai fait un petit tour d'horizon du droit de la famille, je me suis rendu compte, si vous voulez, que la notion de vulnérabilité n'est pas en tant que telle une notion présente dans le droit de la famille. Alors, elle est évidemment sous-jacente, mais on ne réfléchit pas à la vulnérabilité en tant que telle en droit de la famille. En fait, le droit de la famille appréhende les personnes sous forme de catégories. Les enfants, les femmes, les hommes, les couples mariés, les couples pas mariés, etc. Mais donc on raisonne par catégorie et finalement on raisonne assez peu autour de la notion de vulnérabilité. Et même si aujourd'hui un effort de bilatéralisation et de décloisonnement des règles s'opère, finalement c'est un concept qui est assez peu présent en droit de la famille. Par contre, il est incontestable que la famille, la cellule familiale, doit être, et c'est du moins à la base ce qu'on en pense, ce doit être un lieu d'accompagnement privilégié des différentes vulnérabilités. Et cette cellule familiale, si elle est censée, dans l'idéal, accompagner au mieux les outils, la vulnérabilité des personnes, on se rend compte également qu'elle peut être, à l'occasion, et ce sera l'objet de la deuxième partie de ma présentation, elle peut être également source elle-même de vulnérabilité. Alors, la cellule familiale, outil d'accompagnement des vulnérabilités. La famille, elle est perçue par le droit français comme le lieu où la personne doit être particulièrement protégée. Et donc, c'est le législateur, le droit français, va en faire son outil principal de protection des personnes vulnérables. On a mis en place, au sein de la cellule familiale, toute une série de dispositifs pour accompagner les personnes vulnérables. Et ces dispositifs que l'on va rapidement évoquer ensemble, ces dispositifs, ils présentent la particularité d'une bonne adaptabilité. L'objectif est de répondre au mieux à la vulnérabilité de la personne, de ne pas forcément la surprotéger, mais d'être au plus près de ses besoins, ce que permet d'ailleurs la cellule familiale. Alors, quels sont les dispositifs qui, au quotidien, vont permettre la protection de la personne vulnérable au sein de la famille? Il y a d'abord, évidemment, des dispositifs qui sont des devoirs qui sont posés, notamment, par exemple, le devoir de secours entre époux, les obligations alimentaires au sein de la famille, les prérogatives d'autorité parentale, les parents doivent protéger l'enfant, ou également la question, évidemment, des mesures que sont les protections judiciaires de la personne majeure qui souffre d'une incapacité, donc tutelle, curatelle, sauvegarde de justice. Tout ça, c'est un ensemble de dispositifs qui, naturellement, va s'épanouir au sein de la cellule familiale pour accompagner au mieux la personne qui en a besoin. Plus récemment, on a ajouté en termes de dispositifs l'habilitation familiale ou le mandat de protection future, autant là encore de dispositifs qui doivent permettre au mieux d'accompagner une personne vulnérable au sein de sa cellule familiale.
Alors, il ressort de tous ces dispositifs, vous l'aurez compris, que tout à chacun peut se trouver à un moment donné dans une situation de vulnérabilité économique, vulnérabilité psychologique, physique, peu importe, et au sein de la cellule familiale, il y a déjà des dispositifs qui permettent un accompagnement de ces situations qui sont durables ou transitoires et qui permettent d'en sortir au mieux. Donc la famille, incontestablement, va être le siège, le lieu du déploiement d'un certain nombre de dispositifs pour accompagner les plus vulnérables. Et ces dispositifs, ils obéissent tous à une règle, c'est celle de l'adaptabilité de la protection à ce qu'est le besoin concret de la personne qu'on a en face de soi. Et donc, que ce soit potentiellement la protection judiciaire des majeurs, que ce soit des mesures d'habilitation familiale, que ce soit les mesures en matière d'autorité parentale, des exemples parmi tant d'autres, toutes ces mesures sont souvent provisoires, elles ne sont prononcées que si elles sont nécessaires, et elles doivent, dans la mesure du possible, associer la personne concernée, évidemment, à la mesure qui la concerne et disparaître, le cas échéant, quand la personne retrouve effectivement des facultés ou retrouve une capacité qu'elle n'avait pas. Toutes ces mesures, donc, doivent répondre au défi de l'adaptabilité. Et ce qui est plutôt bien fait en droit de la famille, ce n'est pas le cas dans toutes les disciplines, mais en droit de la famille, le législateur a fait son travail. Il a prévu qu'on puisse prononcer des mesures à la carte, adaptées. Une tutelle, une curatelle peuvent être adaptées. L'autorité parentale, on peut décider de retirer ou pas telle ou telle prérogative. Donc c'est vraiment des mesures qui sont potentiellement adaptables. Après, il faut qu'effectivement le juge relève le défi de l'adaptation et adapte effectivement la mesure aux besoins de la personne. Toujours est-il que, sur ce volet-là, en tout cas, ces mesures semblent donner une chance réelle de réinsertion à la personne. Quand elle ira mieux, si son état s'améliore, elle peut retrouver pleinement sa participation sans aucune mesure de protection. Et même si son état reste à accompagner par le droit l'accompagne au plus juste. C'est du moins l'idée d'une protection, d'un accompagnement qui est vraiment à la carte et pas forcément standardisé pour tous. Et pourtant, la cellule familiale est également de plus en plus souvent source de vulnérabilité. On vous le dira dans un instant, source de vulnérabilité, et il va falloir que la personne soit protégée. Alors protégée comment ? Ce qui n'était pas forcément une évidence à la base, c'est que l'État a choisi d'intervenir au sein de la famille. Et ce n'était pas du tout une évidence parce que la famille a longtemps été, on le verra, un lieu finalement un peu fermé sur lui-même. Et cette protection peut s'opérer aujourd'hui de plus en plus fréquemment par le biais de ce qu'on appelle les droits fondamentaux et le contrôle de proportionnalité, dont je vous dirai un mot pour conclure. Alors, la protection de la personne vulnérable par le biais d'une intervention étatique, ça n'allait pas de soi. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à la base, la famille était une sphère un peu close. Les prérogatives du chef de famille, étaient des prérogatives discrétionnaires qu'il exerçait sur sa femme, sur ses enfants, et finalement, le droit n'avait pas grand-chose à dire là-dessus. Progressivement, évidemment, les choses ont évolué à partir des années 65 et jusqu'aux années 90, et de plus en plus, on a admis l'idée d'un contrôle de l'État au sein de la cellule familiale, mais ce qui n'allait pas du tout de soi. Et on l'a admis, tout simplement en introduisant dans les dispositions légales des mécanismes de contrôle, comme par exemple la référence à l'intérêt de l'enfant, à l'intérêt de la famille. Les prérogatives doivent être exercées dans l'intérêt de l'enfant, dans l'intérêt de la famille. Et on a vu se développer un certain nombre de dispositifs dont on reparlera sans doute, comme les dispositifs autour de la protection du logement de la famille, les dispositifs de protection contre les violences conjugales ou encore les dispositifs de mesures d'assistance éducative, autant de dispositifs qui sont prévus pour venir contrôler un peu la sphère familiale lorsque ça dérape et lorsqu'elle ne joue plus automatiquement son rôle de protection. Le législateur donc protège de plus en plus, si bien qu'à force de protéger tout le monde a droit à quelque chose et qu'il y a forcément à un moment donné des
moment où il y aura des conflits devant le juge, chacun revendiquant son droit. L'enfant a droit à ceci, la femme a droit à cela, le mari a droit à ceci, tout le monde a droit à quelque chose, et ça donne effectivement ce qu'on appelle des conflits de droit, qui sont effectivement parfois délicats à trancher. À force de vouloir protéger un peu tout le monde, on a du mal à être efficace dans la protection de chacun, si je puis dire. Dernier outil que je voulais évoquer avec vous, la protection de la personne vulnérable via les droits fondamentaux et le contrôle de proportionnalité. Alors, qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh bien, tout simplement, de plus en plus, on s'est rendu compte que la loi peut parfois ne pas protéger de manière optimale quelqu'un. Et donc, on a développé un contrôle de la loi via donc des mécanismes et via le contrôle de proportionnalité. On vérifie que la loi respecte la Constitution et respecte les conventions internationales, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Et pourquoi? Tout simplement parce que dans la Constitution française ou dans les conventions internationales, il y a ce qu'on appelle la consécration des droits fondamentaux des personnes. Et si une loi ne respecte pas ces droits fondamentaux, eh bien, il faut pouvoir avoir des recours et contester le fait que cette loi ne protège pas suffisamment les droits fondamentaux de la personne. Et non seulement la loi doit respecter la Constitution et les conventions internationales, mais l'application de la loi au cas d'espèce ne doit pas constituer une atteinte disproportionnée aux droits de la personne. Donc le contrôle de proportionnalité consiste à vérifier que le législateur et le juge français respectent tous les deux les droits fondamentaux des personnes en ne proposant pas d'atteinte excessive à ces droits si ces atteintes ne sont pas nécessaires et proportionnées. Donc on a, via ce contrôle de constitutionnalité et de conventionnalité, contrôle par rapport à la Constitution et à la Convention, des mécanismes qui permettent, le cas échéant, de verrouiller et de faire en sorte que la loi française ou le juge français ne se perde pas lorsqu'il protège les justiciables. Tout ça pour conclure sur mon propos. In fine, le contrôle de proportionnalité, on a beaucoup de requêtes qui sont proposées en ce moment. Les gens contestent les lois françaises, l'application de ces lois par rapport aux droits fondamentaux, mais ça n'aboutit pas forcément, évidemment, à tous les coups. Le droit de la famille français est donc un droit qui résonne beaucoup encore par catégorie, qui essaye de protéger, d'abord au sein de la famille, et malgré, si je puis dire, la famille, s'il faut protéger la personne vulnérable. Ce qui est compliqué, évidemment, c'est d'articuler toutes ces protections entre elles quand tout le monde est bénéficiaire d'une protection naturellement. Voilà. Je suis désolée, je vais peut-être être un petit peu longue, je vais passer immédiatement la parole pour mieux connaître et mieux comprendre les vulnérabilités. Je vais passer tout de suite la parole. Oui, merci. Donc à Patricia Ducré. Patricia Ducré, qui est donc docteure en histoire du droit, qui est donc une collègue à l'Université de La Réunion, et qui est également Prague, donc qui enseigne à la faculté de droit et d'économie. Patricia, c'est à toi. Très bien, je te remercie. La médecine obstétricale des 30 Glorieuses à l'aune de la loi naturelle, quelle actualité des propos du professeur Marc Rivière dans la Société multireligieuse réunionnaise? La pilule, jamais. Nous n'allons pas sacrifier la France à la bagatelle, déclare le général de Gaulle en 67. Et le député Neuwirth de lui répondre: vous avez donné le droit de vote aux femmes, donnez-leur maintenant le droit de maîtriser leur fécondité. Ces propos nous conduisent vers plusieurs axes de réflexion. La femme face à la maternité, avant, après, n'est-elle pas en situation de vulnérabilité, expression qui renvoie à l'étymologie latine vulnerare, signifiant blessé. A-t-on observé des changements dans les mentalités depuis l'instauration de la loi Neuwirth? Rappelons que Neuwirth, engagé dans les forces françaises libres aux côtés du général de Gaulle, découvre la pilule à Londres un soir de juin 1944. Une Anglaise avec laquelle il avait un rendez-vous amoureux lui glisse un contraceptif effervescent dans la main.
Le jeune homme, abasourdi, découvre que la ginomine, contraceptif à usage unique, est en vente libre dans les parfumeries anglaises. Or, en France, une loi de 1920, loi de salut public, en raison d'une baisse de la natalité, interdisait la diffusion et la propagande pour tous les moyens anticonceptionnels. Neuwirth, convaincu de la nécessaire abrogation de cette loi, dépose une proposition de loi en mai 1966 autorisant la pilule contraceptive appliquée en 1974. Cependant, en 1966, toutes les voix ne réclament pas la pilule à l'unisson et demandons-nous si la parole libre d'un professeur de clinique obstétrique, Marc Rivière, défenseur de la loi naturelle, n'a pas encore aujourd'hui une résonance à La Réunion dans cette société multiculturelle et multireligieuse. De plus, 50 ans après la loi Neuwirth, les propos tout récents de la sociologue Michèle Ferrand au journal Le Monde nous interpellent lorsqu'elle déclare « La pilule permet aux femmes d'avoir le contrôle de leur vie, mais déplore que ce symbole de libération des femmes soit devenu celui d'une pratique contraignante, hyper médicalisée, assignée aux femmes pour le confort des hommes. » En outre, cette désaffection s'inscrit aussi dans le contexte d'une vogue du naturel qui mélange le détox, le vegan, le refus des vaccins et du gluten, la médicalisation du corps des femmes. Dès lors, le juriste se demande si la maternité soumise aux contingences sociales, politiques ou religieuses, comme à La Réunion, ne fait-elle pas de la femme une cible vulnérable. Nous sommes donc amenés à envisager d'une part la maternité comme un devoir, compte tenu de certaines contingences religieuses, et d'autre part la maternité comme un droit, aux prises avec la loi naturelle. La maternité, un devoir. La maternité oriente la cité dans une certaine perception de la sexualité. Mais les préceptes de l'ordre religieux ou moral inscrivent la sexualité dans l'ordre politique de la cité. Sexualité equivitas. D'abord, évitons l'amalgame sexualité et génitalité. La génitalité se limite à l'étude des organes génitaux et de leur fonctionnement, alors que la sexualité comprend la génitalité, mais la dépasse à travers les différences hommes-femmes et tout ce qui fait leur complémentarité dans l'unité du couple. La sexualité est donc une variété du comportement social, et le rapport sexuel doit être considéré comme un rapport social. À ce titre, la sexualité intéresse donc directement la santé physique et morale de la cité. Elle a donc une incidence politique, et la façon dont l'homme conçoit, oriente et pratique sa vie sexuelle est une composante de l'ordre dans la cité. Chez les Romains, sous Auguste, les célèbres lois Iulia et Papia Poppae frappaient les époux qui n'avaient pas d'enfants d'une incapacité partielle de recueillir les successions. À l'époque des Trente Glorieuses, le gouvernement japonais a imaginé une superfiscalité pour limiter les naissances. Or, la pénalisation fiscale témoigne de l'immixtion de l'État dans un domaine propre à la femme ou au couple. Le couple est donc au cœur d'une évolution des mœurs et des esprits, ébranlant les fondements de la civilisation chrétienne. En effet, la loi naturelle interdit de tuer volontairement toute créature humaine au cours de son évolution, l'embryon étant considéré comme une personne dont la vie exige le respect selon le 6e commandement de la loi de Moïse, le fameux « tu ne tueras point ». Le professeur Rivière considère que tous les problèmes sexuels se posant au couple humain se réduisent à la question de l'enfant accepté, voulu et refusé dans une société sous l'empire de la loi naturelle. Alors qu'en est-il dans la société réunionnaise d'aujourd'hui? La question de la vulnérabilité de la femme enceinte, soumise aux lois religieuses, se pose-t-elle encore? Mais la sexualité entre aussi dans le champ politique. Sexualité et res politica. La venue de l'enfant a toujours été considérée comme la conséquence logique de l'acte sexuel accompli selon la loi naturelle, même en l'absence d'une intention procréatrice. Si chez l'animal, le couple ne se constitue que dans le but de procréer et se dénoue aussitôt, en revanche, dans l'espèce humaine, domine le besoin de répandre et de multiplier la vie. À l'image des sociétés primitives, l'enfant est le but immédiatement recherché dans la constitution d'une famille. Et cette idée s'inscrit bien dans la théologie relative au mariage qui enseigne que la fin première est l'enfant. En effet, dans la pensée patristique, saint Augustin insiste sur l'idée de mariage-sacrement en évoquant l'unitas carnis des époux, symbolisant l'union du Christ et de l'Église. Au XIe siècle, des canonistes tels Yves de Chartres définissent dans l'esprit du droit romain classique le mariage comme un sacrement en se fondant sur l'épître de saint Paul aux Éphésiens. Ainsi s'explique la venue de l'enfant, fin première du mariage, conformément à la loi naturelle. Le professeur Rivière constate que les parents qui ne craignent ni ne souhaitent la venue de nombreux enfants se soumettent à la loi naturelle sans chercher à la détourner ou à la violer. Cette idée de l'enfant accepté est-elle toujours actuelle à La Réunion si l'on tient compte des contingences religieuses? Mais si la fin première du mariage est bien l'enfant, il en découle alors, tout naturellement, la question de la stérilité.
Dans la société chrétienne, jusqu'au Moyen-Âge, les femmes considéraient la stérilité comme la suprême humiliation et Saint Jean de la Croix mettait en garde ses contemporaines contre le désir immodéré d'enfants. On connaît aussi dans le peuple d'Israël l'opprobre attaché à la femme stérile, légitimant sa répudiation ou le concubinage avec une femme féconde. De même, la polygamie islamique n'a pas pour objet de satisfaire à la salicité de l'homme, mais d'assurer sa nombreuse descendance. On comprend dès lors le dilemme de deux mondes face à l'assimilation artificielle, les défenseurs et les tenants de la loi naturelle. Posons-nous la question du poids du religieux face à la stérilité. Quel rôle joue le politique? Doit-il laisser toute l'attitude au couple ou à la femme par rapport au fort interne ou doit-il légiférer? Nous passons donc naturellement au concept suivant, la maternité, un devoir. L'enfant désiré, voulu, exigé. Dans la France des Trente Glorieuses, le recours aux nouvelles méthodes de procréation révèle l'affrontement de deux mondes. Face à la venue de l'enfant désiré qui tarde à se réaliser pour des raisons mécaniques ou biologiques ou autres, les couples stériles obsédés par l'absence d'enfants sont parfois prêts à tout. Certes, le gynécologue peut proposer un remède médical ou chirurgical si l'infécondité est d'origine féminine. Mais dans un tiers des cas, la responsabilité masculine est en cause. La question se pose alors de l'insémination artificielle de la femme par un donneur étranger au couple. Or, relève le professeur Rivière, c'est une question qui dépasse la médecine, mettant en cause la psychologie, la sociologie, le droit, mais avant tout et par-dessus tout, la loi naturelle. Le professeur y voit aussi un pas vers l'hétéro-insémination, à visée eugénique à l'instar du régime nazi. Les partisans de l'insémination artificielle s'inscrivent dans le droit A. La femme a droit à la maternité, l'homme a droit de satisfaire son désir de paternité. Leurs contradicteurs, arguant du concept religieux, avancent que, dans la civilisation chrétienne, la maternité n'est pas considérée comme un droit. L'art médical peut aider le couple humain à avoir l'enfant désiré, mais dans le respect des lois naturelles. En outre, la doctrine de l'Église condamne la fécondation artificielle, considérant qu'elle dépasse les limites du droit que les époux ont acquis au fond, par le contrat matrimonial, à savoir notamment celui d'exercer leur pleine capacité sexuelle naturelle dans l'accomplissement de l'acte matrimonial. Ce contrat ne leur confère au fond pas le droit à la fécondation artificielle, car un tel droit n'est en aucune façon exprimé dans le droit à l'acte conjugal naturel et ne saurait en être déduit. Encore moins peut-on faire dériver d'un prétendu droit à l'enfant la fin première du mariage. La doctrine avance que la fécondation artificielle viole la loi naturelle et qu'elle est contraire au droit et à la morale. Les églises orthodoxes et anglicanes manifestent la même réprobation ainsi que la doctrine israélite. Alors aujourd'hui, à La Réunion, la loi naturelle a-t-elle toujours le même retentissement en matière d'insémination artificielle et cette technique ne fait-elle pas de la femme une cible vulnérable? L'enfant refusé. Les contracepteurs fondent leur argumentation sur le bonheur, le plaisir, la liberté individuelle du couple, lequel a droit d'avoir des enfants s'il en veut, autant qu'il en veut et quand il en veut. Et pour qu'une famille soit heureuse, le nombre de ses enfants doit être proportionné à ses ressources, et les enfants reçoivent ainsi des soins et une éducation qui en feront des enfants heureux. Mais si une grossesse surprise survient par malchance ou erreur technique, l'avortement s'inscrit alors logiquement comme la conséquence de l'état d'esprit contracepteur. Certes, la législation française relative à l'IVG reste timorée à ses débuts, en comparaison de certaines législations étrangères, considérant l'embryon ou le fœtus comme un parasite greffé sur la personne de la mère, disposant au fond du droit d'accepter ce parasite ou de le refuser. En effet, la loi française, imprégnée du christianisme, respecte la vie de l'œuf humain dès les premiers stades de son développement et les rapporteurs de la loi se sont d'ailleurs refusés à légaliser l'avortement en dehors des circonstances exceptionnelles de l'avortement thérapeutique. Une fois de plus, deux groupes s'affrontent, les partisans de la conception matérialiste et individualiste du monde qui commence avec l'individu et meurt avec lui, forçant la vie ou la refusant par des moyens contraires à la loi naturelle, les défenseurs des valeurs religieuses ou morales pour lesquelles la vie est sacrée. Par ailleurs, en matière de stérilisation, dans certains pays sous-développés où ont échoué les techniques contraceptives, les autorités ont préféré le recours à la stérilisation par ligature des trompes de la femme. Cependant, la ligature des déférents proposée aux hommes n'a recueilli que très peu d'adhésion. Alors, au fond, les réflexions du professeur Rivière en suscitent de nouvelles. Au-delà du contexte réunionnais, la contraception, l'avortement ou la stérilisation ne portent-elles pas atteinte à l'égalité homme-femme, créant une vulnérabilité ?
Quid du refus de l'IVG par certains médecins ou étudiants en médecine délaissant la spécialité de gynéco-obstétrique pour raisons religieuses? S'agit-il de personnes vulnérables soumises à des sanctions ou brimades de la part de leur père? Je terminerai par une note plus joyeuse. Gaudium et Spes. Merci. Sans plus tarder, je vous propose de passer la parole à Chantal Jouvenot, qui est donc responsable de formation à l'IRTS et également présidente du collectif donc, pour l'élimination des violences intrafamiliales. Ça va aller. Merci. Merci. Bonjour à tous. Donc, mon propos d'aujourd'hui va être sur les vulnérabilités dans les contextes de violences intrafamiliales et particulièrement les violences conjugales, puisque vous avez compris que c'est un peu mon domaine d'expertise. Donc, mon propos va être en 4 temps. Un essai déjà de définition de la vulnérabilité, les violences intrafamiliales, de quoi parle-t-on? Et puis, je vous raconterai une petite histoire en 4 temps pour arriver sur une conclusion. Donc, la vulnérabilité, parler de vulnérabilité nécessite tout d'abord d'en préciser les contours. Or, une telle opération semble soulever de nombreuses questions, allant jusqu'à interroger la pertinence même de l'usage de cette expression. Hélène Thomas, sociologue et psychanalyste, dans son analyse de sa genèse, de sa diffusion et de son opérationnalisation, mais aussi de ses effets psychiques et sociaux sur ceux qui se voient accoler cette étiquette et traités en conséquence, pointe les ambiguïtés qui accompagnent son émergence dans les jargons experts et scientifiques, sa circulation dans les sphères institutionnelles et académiques et ses usages à la fois normatifs, descriptifs et prescriptifs. La vulnérabilité est tout d'abord une notion d'entre-deux. Elle était élaborée en référence à celle de la pauvreté et de l'exclusion, dont elle croise plusieurs enjeux théoriques. Ainsi, chez Robert Castel, elle désigne une zone intermédiaire située entre la zone d'intégration et la zone de désaffiliation qui correspond à une absence de participation productive et à un isolement relationnel. Donc on peut dire que sa qualification s'opère en référence à ces 2 bornes. La vulnérabilité, qui est une zone intermédiaire instable qui conjugue à la fois la précarité au travail et la fragilité des supports de proximité au sein de laquelle les individus sont, comme le dit Castel, en situation de flottaison. Le second aspect qui ressort de la réflexion sur la vulnérabilité concerne son double statut. Premièrement, elle qualifie des états de fragilité bien souvent incarnés en des individus particuliers, qui impliquent par exemple en droit ou dans les politiques publiques une attention ou une prise en charge particulière, comme nous l'avons vu avec nos collègues. Deuxièmement, en tant que notion exprimant au sens étymologique du terme une potentialité qui peut être blessée. Elle renvoie donc à des processus sociaux ou des interactions sociales qui rendent les personnes vulnérables ou qui les inscrivent dans une situation, un contexte, un processus de vulnérabilité. Donc le recours à l'expression de personnes en situation de vulnérabilité, tout comme celle d'individus en situation de flottaison, vise à éviter de recréer une catégorie uniformisante comme celle des exclus et à prendre en compte les processus ne régit pas vraiment la question de la différence entre l'état et le processus, le terme situation introduisant la même ambiguïté. Donc, par conséquent, son usage suppose de préciser qu'est-ce que l'on désigne. Est-ce que c'est un état à un temps T identifié par la non-possession des attributs sociaux de l'intégration et de l'exclusion, ou est-ce une situation potentielle qui s'inscrit dans une trajectoire dont les dynamiques et les composantes sont spécifiques? Voilà, je vais peut-être m'arrêter là sur cette première partie, sur ce court examen de la notion de vulnérabilité qui permet à la fois de pointer les ambiguïtés qui sous-tendent l'emploi de ce terme et de repérer quelques caractéristiques utiles à la réflexion sur la question de la vulnérabilité dans le cadre des violences intrafamiliales.
Donc du coup, les violences intrafamiliales, de quoi parle-t-on, hein? Donc simplement rappeler que la violence intrafamiliale inclut plusieurs sous-catégories. Donc ça peut être la violence des parents à l'égard de leurs enfants, aussi désignée sous le concept de maltraitance, la violence des enfants envers leurs parents et ou leurs proches âgés, la violence dans la fratrie et les violences conjugales. Si chacune de ces sous-catégories renvoie à une problématique spécifique, elles partagent toutefois des points communs. Elles se caractérisent généralement par le rapport d'intimité qui unit l'auteur de la violence à la victime, par la différence de pouvoir entre l'auteur et la victime, ainsi que par les conséquences néfastes engendrées par la victime. Donc le fait d'étudier les liens entre les violences conjugales et d'autres formes de violences familiales permet de prendre en considération les nombreuses situations où les violences se présentent de façon concomitante au sein d'une même famille. La violence conjugale, sur laquelle je vais m'arrêter maintenant plus particulièrement, influe sur l'exercice de la maternité et de la paternité. C'est pourquoi il est nécessaire de privilégier une analyse globale du vécu des parents et des enfants. Donc je vais maintenant vous raconter une petite histoire en 4 temps. Le premier temps que je vais appeler une rencontre. Une douceur incomparable se dégageait de lui. Sa présence et son physique me plaisent. Une complicité extraordinaire s'est très vite installée. On partait tous les week-ends à la mer. On nageait, on riait beaucoup. J'étais aux anges. Je me sentais intelligente, belle. On passait des heures à parler et quand on rentrait chez nous, on se téléphonait, on s'envoyait des SMS. On n'arrivait pas à se séparer. Il me disait qu'il voulait construire une famille stable, avec une maison, un chien, mes rêves d'enfant. Il m'a fait une belle demande à mariage, peu ordinaire, alors j'ai dit oui. Deuxième temps, la vie en couple. Très vite, il a fallu que je reste à la maison. Il y avait beaucoup à faire, le ménage, le repassage. Il voulait que tout brille. Il fallait tout nettoyer tous les jours, du sol au plafond. Il faut que je fasse attention à lui, que je lui fasse plaisir. Très vite, il a répondu aux appels téléphoniques, aux SMS, et il disait à mes amis que j'étais en train de cuisiner ou sous la douche et que je ne pouvais pas leur parler. Il me laisse seule et sort avec ses amis. Je me sens épiée. Je dois vivre en fonction de lui tout le temps. Je n'ai plus le droit de me maquiller car il m'aime au naturel. Il m'achète de nouveaux vêtements plus corrects, moins sexy. Il sait ce qui est bon pour moi. Troisième temps, puis viennent les coups. Je suis enceinte, j'en suis en train de jouer avec les enfants et dans ses yeux tout à coup une fureur, un regard de folie. Si ses yeux avaient été des armes, j'aurais été clouée au mur. Il me regarde me laver et il me dit « tu me dégoûtes ». Une pluie de coups au moment où on s'y attend le moins, quand je ne suis pas face à lui et je ne comprends pas ce qui m'arrive. Il m'arrache la petite des bras et la secoue car elle pleure. Les départs et les retours. Je pars une première fois, 3 ou 4 jours, et je reçois plein de messages. Il m'aime, il ne sait pas ce qui lui a pris. Il veut une famille, il pleure, il demande pardon, se met à genoux avec des fleurs. Il m'emmène au cinéma. Je le crois car je l'aime, et je reviens. C'est vrai, il a raison, c'est de ma faute. Je me comporte comme une petite fille gâtée. C'est lui qui me connaît le mieux, car je vis avec lui depuis 10 ans, alors il a raison. Plus j'essaie de me rapprocher de lui, et plus il me maltraite, plus il me frappe. Je suis amoureuse de mon bourreau. Une fois, il m'a attrapée par la gorge et il a commencé à serrer. Je me suis sentie partir, j'étais bien. Quand il m'a lâchée, il m'a dit « Regarde dans quel état tu m'as forcé à te mettre ». Tous les soirs, je me demande ce qui va m'arriver. Vous aurez reconnu là le cycle infernal des violences conjugales. Malgré les avancées donc dans ce domaine, le déni et la loi du silence règnent encore en majorité sur toutes les violences intrafamiliales, conjugales et sexuelles que subissent beaucoup de femmes et parfois des hommes. Pour bien trop de personnes encore, qu'elles soient ou non des professionnels, il y a un véritable refus à penser et à intégrer que de telles violences aient lieu dans des espaces comme le couple et la famille. Ces personnes veulent continuer à penser ces lieux comme des espaces protecteurs et fiables où règne l'amour. A fortiori, lorsqu'il y a une grossesse, que tout le monde s'accorde à considérer comme sanctuarisée.
Si je me permets ici de faire référence à l'état de grossesse, c'est parce que tous les travaux convergent à montrer que pour 40% des femmes victimes de violences conjugales, la violence a débuté au cours de cette grossesse. L'apogée des violences se situe au moment de la grossesse, donc, et un autre moment clé qui est parfois celui de la séparation. On sait aujourd'hui qu'un des principaux symptômes psychotraumatiques que présentent les victimes, c'est une dissociation traumatique, qui les déconnecte, les anesthésie émotionnellement. Or, face à une personne dissociée, un interlocuteur ne peut pas ressentir d'émotion, puisque les neurones miroirs, qui normalement l'informent sur l'état émotionnel de la personne qui lui fait face, ne renvoient rien, puisqu'elle est complètement déconnectée de ses émotions. Cela explique pour une bonne part pourquoi l'entourage des victimes de violences conjugales et parfois encore les professionnels les prenant en charge peuvent avoir du mal à se mobiliser pour la victime, à identifier la réalité du danger qu'elle court et à avoir peur pour elle. Et si elle parle des violences qu'elle subit, ils pourront avoir du mal à la croire puisqu'elle semble d'emblée détachée, indifférente ou tout au moins bien supporter ce qu'elle vit. On sait aujourd'hui que seulement 14% des victimes pourront dénoncer les violences, demander du secours et porter plainte. Alors, différentes raisons à cela. Les menaces et les manipulations qu'elles subissent, la honte et la culpabilité qui les colonisent, la peur de ne pas être crues, et puis ces symptômes psychotraumatiques qui rendent toute évocation des violences très douloureuses et angoissantes ou confuses et irréelles. Et encore plus rares sont celles qui seront dépistées et protégées par des professionnels alors que la vulnérabilité de ces victimes les oblige à les mettre hors de danger et permet de lever le secret professionnel pour faire un signalement auprès du procureur de la République. La méconnaissance de la réalité de ces violences et de leurs conséquences, l'absence encore de formation des professionnels, notamment les professionnels de santé et les professionnels de la justice, prenant en charge les femmes, le déni, la loi du silence font que la grande majorité d'entre elles seront abandonnées et devront se protéger et survivre comme elles peuvent aux violences et à leurs conséquences sur leur vie, leur santé et celle de leurs enfants. Nous pouvons constater, en tant que présidente du CVIF, que le couple et la famille restent encore actuellement une zone de non-droit, où, sous couvert d'amour, un droit naturel à posséder l'autre et à exercer les pires violences est toléré. Ils deviennent alors un espace patriarcal totalitaire où s'exercent des privilèges en contradiction totale avec l'inaliénabilité de la personne humaine et de ses droits fondamentaux. Les violences commises par le conjoint sont très souvent multiples et répétées. Elles peuvent être verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, économiques et matérielles. Je vais vous faire défiler là quelques slides pour vous donner les chiffres en fait, des violences à La Réunion. Donc, ce sont les chiffres que j'ai pris de l'Observatoire régional des violences intrafamiliales, les dernières données qui datent de décembre 2017. Donc les troubles psychotraumatiques sont des conséquences normales et universelles des violences qui s'expliquent par la mise en place de mécanismes neurobiologiques et psychiques de survie à l'origine d'une mémoire traumatique. Donc les atteintes sont non seulement psychologiques mais également neurologiques avec des dysfonctionnements importants des circuits émotionnels et de la mémoire visible. Et c'est visible sur des IRM. Donc, ce sont les travaux de Louville et de Muriel Salmona qui, depuis 2013, ont bien mis cela en évidence. Donc, ils ne sont pas liés à la victime, mais avant tout à la gravité de l'agression, au caractère insensé des violences, à l'impossibilité d'y échapper, ainsi qu'à la mise en scène terrorisante et à l'intentionnalité destructrice de l'agresseur. La vulnérabilité de la victime liée à la grossesse, à un handicap, une maladie surajoutée ou au très jeune âge de la victime, et au fait aussi d'avoir déjà subi des violences est un facteur aggravant de ces psychotraumatismes. On sait également aujourd'hui que femmes victimes et hommes violents ont très fréquemment subi des violences dans leur enfance ou ont été témoins de violences conjugales. Les troubles psychotraumatiques qu'ils vont développer vont être à l'origine d'une mémoire traumatique, de troubles dissociatifs et de stratégies de survie.
Mais si on n'est pas responsable des violences qu'on a subies, ni de leurs conséquences traumatiques, en revanche, on a le choix des stratégies de survie. Et la violence exercée sur autrui en est une. Elle fait partie de ce qu'on appelle une conduite dissociante qui permet de s'anesthésier comme une drogue. Donc, pour conclure, puisqu'on me demande de conclure, les événements de vie peuvent provoquer un affect négatif, pouvant provoquer un affect négatif sont nombreux, car qu'il s'agisse d'une perte, d'un échec ou encore d'une agression, voire des agressions répétées, les réactions cognitives, affectives et comportementales qui en découlent varient d'une personne à l'autre en fonction des circonstances de vie. Nous avons cependant voulu démontrer ici jusqu'à quel point les facteurs de vulnérabilité sont en jeu lorsque des personnes font face à des événements de vie à caractère traumatique tels que la violence conjugale. Les diverses approches de la violence conjugale suscitent de nombreuses réflexions sur le plan théorique, mais également sur le plan des politiques et des pratiques d'intervention. Et il ne faut pas oublier que la problématique des violences conjugales, dans sa dimension politique, est sortie de l'ombre dans les années 70, emmenée précisément par les mouvements féministes. Et je vais m'arrêter là, en vous remerciant de votre attention. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez compris, il s'agissait d'un deuxième focus sur une situation un peu préoccupante à La Réunion, celle des violences conjugales, des violences intrafamiliales. Et maintenant, on va s'attarder, si vous le voulez bien, sur une troisième situation un petit peu préoccupante à La Réunion, qui est celle liée bien justement au syndrome d'alcoolisation fœtale et aux vulnérabilités nombreuses qui peuvent y être associées. Donc, c'est PowerPoint colloque, voilà. Et je vais passer sans plus tarder la parole à Madame Bérénice Doré, qui est donc professeure des universités praticiens hospitaliers, donc PUPH, donc en génétique au CHU de La Réunion, et qui est par ailleurs également collègue à l'Université de La Réunion, puisqu'elle enseigne à l'UFR Santé et qu'elle est vice-doyen recherche de l'UFR Santé. Bérénice, si tu veux bien. Merci beaucoup. Donc, merci de me donner l'occasion de discuter avec vous de la question de la vulnérabilité. Et en fait, vous le verrez, j'ai mis les vulnérabilités qui touchent ces familles concernées par l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale. Alors, cette vulnérabilité, en fait, je l'ai tournée un peu en boucle dans ma tête et ça donnait un petit peu ça. Être vulnérable, est-ce que ce n'est pas être plus sensible à ce produit toxique qui nous fragilise en fonction de nos propres gènes, en fonction de leur expression, on va le voir, en fonction également de notre histoire personnelle, de nos histoires familiales. Et puis ces familles que l'on rencontre, elles sont souvent marquées par la précarité et elles témoignent bien souvent d'une dépendance à l'alcool. Et puis, en miroir, cette dépendance, elle va venir aggraver leur précarité, leur fragilité et puis donc encore leur vulnérabilité. Alors en tournant rond, en tant que médecin au contact de ces familles, en fait j'ai choisi, je dirais, 3 angles d'attaque. Ces enfants qui sont atteints donc de TCAF, ils rendent compte d'une vulnérabilité neurodéveloppementale liée à l'action d'un produit tératogène, d'un produit toxique, et on verra comment la génétique elle rentre là-dedans. Ces enfants vulnérables, ils naissent eux-mêmes dans des familles qui sont également vulnérables en termes de potentiel de parentalité. Et il y a des récurrences au sein de ces familles et on reparlera génétique. Et puis 3e point, le défaut de visibilité de ces familles auprès de nous tous, ce qui renforce encore la vulnérabilité. Alors la vulnérabilité neurodéveloppementale biologique, c'est très clair. De toute façon, l'alcool, c'est le produit le plus dangereux pendant une grossesse. L'alcool, il va passer librement, il n'est pas du tout filtré par le placenta. Il arrive chez le fœtus, il est tératogène pour les organes en formation. Le fœtus, il ne sait pas métaboliser l'alcool, donc il va l'éliminer là-haut, dans sa cavité amniotique. Il est en vase clos, donc il va réavaler son liquide amniotique, donc il réavale du liquide amniotique alcoolisé et il se retrouve finalement avec des taux sanguins dans son corps à lui de fœtus plus importants que les taux sanguins chez sa mère. Et en plus, il va être exposé plus longuement. Alors bien sûr, je veux dire, les effets, ils vont être différents. Ils vont être différents en fonction de la quantité, de la durée, du mode, des stades d'exposition. Mais on le sait bien, il n'y a pas de dose minimale sans risque. 0 alcool. Et puis on sait bien également
que le binge drinking, qui est le mode de consommation préféré de nos jeunes, garçons ou filles, il est encore plus dangereux pour le cerveau fœtal. Alors les effets, ils vont également dépendre, je suis généticienne, du capital génétique de l'enfant et de sa mère. Et en fait, on sait que certains gènes vont nous permettre d'éliminer plus ou moins rapidement l'alcool. Nous ne sommes pas égaux, nous sommes plus ou moins vulnérables. Nous le savons très bien avec l'étude des jumeaux que j'ai mis ici à gauche. Ces jumeaux, ils sont exposés aux mêmes toxiques, au même moment. S'il s'agit de vrais jumeaux, même patrimoine génétique, mêmes effets chez les deux bébés. Si ce sont des faux jumeaux, c'est-à-dire des patrimoines génétiques différents, et on va avoir des conséquences tant physiques que neurodéveloppementales qui peuvent être très différentes chez les deux bébés. Donc nous ne sommes pas égaux, nous sommes plus ou moins fragiles à ce niveau-là. En plus, l'alcool, on le sait maintenant, il va influencer l'expression de nos gènes. Nos gènes, lors du développement embryonnaire, ils doivent être allumés, c'est le sens de ma diapo là, ils doivent être allumés, ils doivent être éteints au bon endroit, au bon moment. L'alcool va interférer avec cette régulation et donc même nos gènes à nous sont plus vulnérables. Alors la vulnérabilité, elle dépend également du moment d'exposition. C'est cette diapo un petit peu compliquée, mais très simplement, s'il y a une consommation au premier trimestre, à ce moment-là, vous aurez la forme la plus voyante, la plus sévère, c'est le syndrome d'alcoolisation fœtale, le SAF. S'il s'agit d'une exposition au deuxième, troisième trimestre, les organes ils sont déjà formés, sauf un, c'est le cerveau, qui se forme tout le long de la grossesse. Donc là, vous aurez ce qu'on appelle les TNDLA, c'est des troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool. Un enfant qui n'a pas de signes physiques, mais par contre, il est cérébro-lésé, il est devenu cérébralement vulnérable. Donc le SAF, c'est une naissance sur 1000. Si je regarde l'ensemble des troubles causés par l'alcoolisation fœtale, l'EDCAF, c'est 1 sur 100. C'est une naissance tous les 2 jours à La Réunion. On est dans de la vulnérabilité de santé publique, là. Alors, cette atteinte neurodéveloppementale, elle rend compte d'une part de troubles d'apprentissage. C'est des enfants qui vont avoir des difficultés à mémoriser, à généraliser, à comprendre les choses abstraites. Donc, vulnérabilité dans le sens risque d'échec scolaire. C'est des enfants qui vont avoir des troubles comportementaux. Ils ont des troubles de l'attention, hyperactivité, on entend ça tout le temps. Ils ont des difficultés d'empathie, ils ont surtout des difficultés à gérer leurs émotions, donc risque d'inadaptation sociale. Et je vous confronte aux chiffres d'Anne Stresgood qui a suivi des enfants qui sont devenus adultes, c'était à l'Université de Washington, entre 1974 et puis à peu près 2005-2006. Qu'est-ce qu'on a? 70% des jeunes exclus du système éducatif, 60% de problèmes judiciaires chez l'adolescence et à l'âge adulte, 60% de mésusage d'alcool, toxicomanie, 80% de dépendance sociale et de chômage. Comme vous dites. Donc, oui, vulnérabilité neurodéveloppementale. Après, deuxième vision, vulnérabilité de cette cellule familiale. On ne naît pas parent, je pense qu'on le devient. Et vous le savez mieux que moi, nous rencontrons des familles qui sont très fragilisées et dont les accidents de la vie, finalement, peuvent mettre à mal les compétences de parentalité. Alors, au quotidien, je les rencontre, ces familles. J'examine les enfants, je vois les mamans. Alors, certaines n'arrivent absolument pas à en parler, ou cela prend du temps. Et puis, certaines, au contraire, vont nous dire très vite combien leur vie elle est marquée par un isolement, par une insécurité, par une précarité sociale, par, des violences domestiques fréquentes, très fréquentes, avec souvent des enfants placés. Souvent une absence de contraception qui nous fait craindre à nous, médecins, une récidive, une nouvelle grossesse avec de l'alcool. Juste le résultat très rapidement, mais d'une étude qu'on a fait il y a très très peu de temps ici à La Réunion, en fait à partir du registre de malformations congénitales de La Réunion, en fait on a repris les dossiers des mamans dont les enfants ont un syndrome d'alcoolisation fœtale. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces dossiers? Des antécédents nombreux d'IVG, d'IMG, l'interruption médicale de grossesse pour raison sociale, beaucoup d'enfants placés, déjà, des mamans en rupture de soins, des mamans qui ont elles-mêmes un retard mental, on va y revenir tout de suite. Et puis pour la grossesse qui nous intéresse, des grossesses non déclarées, déclarées tardivement, des grossesses non suivies, des grossesses pas suivies, parfois des enfants nés sous X. Tout ça, ce sont des signaux d'alarme. Malheureusement, ça n'a pas toujours alerté.
Alors la dépendance, je vais remettre là, la dépendance aux produits des parents majeurs, c'est évident le risque de récurrence, hein, c'est-à-dire la récidive au sein des fratries. Je vous mets là 2 enfants de 5 et 3 ans, je les ai rencontrés la semaine dernière. C'est une maman qui a 6 enfants, elle a 4 filles qui sont en parfaite santé, qui vont très bien, et puis elle a rencontré un nouveau conjoint, et puis ça allait très bien, et puis elle a commencé à avoir des violences, de plus en plus de violences. Pour rendre la vie moins insupportable, il y a eu de l'alcool, et ces 2 enfants, ils ont un syndrome d'alcoolisation fétale complet. Et puis, une autre vision de la récurrence, c'est celle-là. C'est ce garçon qui a un syndrome d'alcoolisation fétale complet. Et puis quand on reprend l'histoire, sa maman, ici c'est sa maman, elle a un syndrome d'alcoolisation fétale partielle. Et ça, il ne faut jamais l'oublier quand on a des difficultés également à communiquer avec ses familles, avec ses mamans qui ne viennent pas au rendez-vous, ne vont pas aller au rendez-vous fixé à telle heure, à tel endroit. Peut-être qu'elle aussi, elle est vulnérable. Alors c'est, peut-être avant ça, ces récurrences transgénérationnelles, on va dire très schématiquement, j'y mets de la vulnérabilité sociale, c'est un peu facile, mais la même précarité, les mêmes difficultés financières, économiques, ça produit peut-être les mêmes effets. J'y mets également les conséquences de ces troubles de la personnalité chez ses parents, donc qui induisent des troubles de parentalité, avec des enfants qui sont déjà eux-mêmes cérébro-lésés, mais qui vont subir un déficit affectif précoce, des épisodes de rupture. C'est souvent des enfants placés, on a souvent affaire à des fratries également séparées. Et puis j'y rajoute, c'est un peu particulier dans cette assemblée, mais j'y rajoute également du biologique avec mes petites souris, et en l'occurrence de l'épigénétique, et on sait très bien que nos petites souris, quand il y a absence de soins précoces délivrés par la maman, eh bien ces petites souris, ces petits souriceaux, ils sont beaucoup plus sensibles au stress, parce que, et c'est un phénomène épigénétique, au niveau de leur cerveau, un gène qui permet la régulation du stress est plus ou moins bien exprimé. Je continue juste avec mes souris, avec cette deuxième expérience qui quand même interpelle. On a des souris qui sont exposées in utero à l'alcool. On les fait se reproduire entre eux, mais cette fois-ci sans alcool. Et qu'est-ce qu'on voit à la 2e génération? On retrouve en fait des individus qui sont plus tolérants à l'alcool, qui ont une appétence à l'alcool, et ça c'est la 2e génération. La grand-mère était vulnérable à consommer de l'alcool, les petits-enfants sont devenus vulnérables alors que les propres parents n'avaient pas consommé. Ça, c'est les effets transgénérationnels, c'est prouvé sur le plan épigénétique, ça pose question, mais je veux dire, on voit, en fait, finalement, ça nous interpelle parce qu'on retrouve les mêmes choses dans nos familles. Donc là, ça pose question parce qu'on a l'impression également nous d'être dans un cycle infernal où finalement il y a une fragilité biologique au départ, se rajoute un environnement non sécure, un déficit affectif, des ruptures, des placements, des échecs auxquels nous ne savons pas répondre, et puis des jeunes qui vont finalement commencer à consommer, avoir des conduites à risque, et puis je boucle la boucle comme ça à la génération suivante. Alors dernier point, c'est au niveau institutionnel, on va dire c'est nous. Ces familles, et je pense en premier lieu aux mamans, elles nous échappent. Ce sont les perdus de vue de la vulnérabilité, et monsieur le sous-préfet l'a bien rappelé tout à l'heure. Ces femmes, elles ont perdu confiance en notre système, elles ont honte en plus de parler de leurs problèmes d'alcool, c'est tabou, ça reste tabou. Et puis quand on interroge les médecins, ils nous disent qu'ils ne sont pas bien formés, qu'ils sont très peu formés, qu'ils ne savent pas aller vers ces femmes, qu'ils craignent encore plus de les stigmatiser en parlant alcool. Mais faux, je veux dire, c'est faux. Si nous, médecins, nous ne sommes pas capables d'aborder cette question, ça montre vraiment que soit c'est pas important, l'alcool c'est pas important par rapport au bébé, soit le pan de la vie de cette femme ne nous intéresse pas. C'est à nous d'y aller. Et puis ça, c'est les mamans. Et puis on a les enfants. Alors les enfants, eux, ils sont complètement en deçà de la ligne de visibilité. C'est l'archétype du handicap invisible. Ces enfants, alors vous allez me dire, les SAF, on les repère. Mais les enfants qui ont des troubles neurodéveloppementaux liés à l'alcool, eux, on ne les repère pas physiquement, ils ne présentent pas de signes. Et donc finalement, ces enfants, avant de les voir comme cérébro-lésés, on va avoir toutes les mauvaises interprétations. Ils sont provoquants, ils sont difficiles, ils sont mal élevés. Et puis en plus, ils sont placés. Et alors, donc résultat, absence de diagnostic, absence de prise en charge, absence de réponse, que ce soit au niveau médical, médico-social, social, l'éducation nationale, la justice. Donc ça en fait des vulnérabilités.
Alors, c'est pas le temps ici, mais le plan actuel qu'on met en place sur les TCAF, et on a cette chance-là à La Réunion, d'avoir d'une part pu mettre en place un centre ressources et également un centre diagnostic. On est la seule région en France à l'avoir mis en place. Les objectifs, c'est vraiment de former le grand public, et puis c'est de former tout ce monde-là que nous sommes ici, tous les professionnels qui finalement gravitent autour de ces enfants, autour de ces familles pour une meilleure prise en charge. Quand on connaît la problématique, quand on se connaît entre nous, quand on devient capable de faire le bon diagnostic, centre diagnostic, quand on devient capable d'aller vers ces familles, on y voit quand même un peu plus clair, et j'ai remis cette ampoule, et puis on est peut-être capable d'essayer de le casser, ce cycle-là. Alors là, c'est un questionnaire, je vous le mets très rapidement, mais qu'on a développé il y a 2 ans, en fait pour les femmes qui arrivent en maternité. C'est un questionnaire où il y a des questions tabac, alcool, violence, etc. C'est amusant, je termine. Ce questionnaire, on l'avait appelé questionnaire vulnérabilité, avec un S, ça tombait bien. On l'a testé, il fonctionne très bien, il a été très bien accepté, il faut qu'on le diffuse. Je pense que c'est un outil intéressant. Voilà, j'en ai terminé, j'ai certainement dépassé mon temps. J'aimerais clairement que cette journée, où nous sommes là, on va dire tous ensemble, ça nous donne quelques clés pour ces familles, les empêcher de tomber, trouver des clés peut-être pour les remettre debout, et puis trouver des clés également pour nous aussi, nous remettre debout. Je vous remercie. Merci. Alors après 3 focus un peu déprimants, même si réalistes, on a voulu peut-être évoquer avec vous les pistes, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, finalement, il n'y a pas une vulnérabilité, les vulnérabilités souvent se cumulent, et puis souvent elles s'expliquent aussi par un accompagnement peut-être défaillant de la cellule familiale, et je rebondirai sur une expression qui a été utilisée il n'y a pas si longtemps, c'est finalement on devient parent et on a peut-être besoin d'être accompagné. Et donc je passe immédiatement la parole à Thierry Malbert, qui donc va nous présenter un petit peu en sa qualité de directeur scientifique de l'Observatoire de la parentalité, mais également collègue, puisqu'il est maître de conférence à l'université. Donc il va, en qualité de directeur de l'Observatoire, nous présenter peut-être des pistes d'accompagnement, de solutions et d'espoir. Thierry, la charge est lourde, elle est pour toi. Merci beaucoup, chers collègues. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs, chers étudiants de l'université, de l'IRTS, j'en vois nombreux aujourd'hui, et chers professionnels, merci. Donc, mon propos est de restituer déjà remercions l'organisation pour cette thématique qui est transversale. C'est pas évident. Lorsque j'ai vu la première fois le colloque sur la vulnérabilité, je me suis dit, mais de quoi il s'agit ? Quels sont les regards croisés qui vont pouvoir se mettre en place ? Vers quoi allons-nous repartir demain soir ? Donc mon propos en 3 points. D'abord une définition de qu'est-ce que la vulnérabilité dans le champ de la famille, sociologie, anthropologie, mais aussi le champ de la branche famille de l'État. L'accompagnement, quel accompagnement sur le département mis en place par la CAF, accompagnement individuel, collectif, et ensuite un mot sur l'Observatoire de la parentalité et les enjeux dans la relation parent-enfant. Bien, alors donc la vulnérabilité, lorsqu'on s'intéresse à ce terme, on constate qu'il s'agit d'un état d'instabilité momentanée. Momentanée, différent de l'état d'instabilité qui se prolongerait dans le temps, qui serait d'ordre de la précarité. Donc vulnérabilité, c'est une instabilité momentanée qui peut-être pourrait disparaître avec un accompagnement, alors que la précarité, la temporalité est différente, c'est une instabilité qui perdure dans le temps. Donc déjà, on voit là la différence qu'on pourra apporter au traitement. Bien. Alors cette vulnérabilité, elle n'est pas seulement liée à une situation familiale et économique. Au niveau de la structure de la parenté, on pourrait la retrouver par rapport à la monoparentalité. Un seul parent porte tous les rôles et fonctions, mais aussi la famille recomposée. Finalement, elle touche toutes les configurations familiales, et même la famille nucléaire n'est pas sous peine de vulnérabilité. Donc attention aux stigmates, vulnérabilité, donc vous voyez ce que je veux dire. L'isolement social peut faire partie et engendrer de la vulnérabilité, la perte d'emploi évidemment, séparation, divorce, veuvage, maladie, handicap, décès d'un enfant. Finalement, et j'arrêterai là la liste, toute évolution de la cellule familiale, et vous le savez, l'évolution est permanente tout au long de la vie. Rien n'arrête les évolutions quelles qu'elles soient. Donc finalement, comment nous préparer, nous humains, à anticiper finalement des périodes d'instabilité dans notre vie ?
Eh bien, la sociologie renverrait, derrière ce terme, aux relations parents-enfants sous-tendant à des tensions, des conflits. L'enfant allait bien, il entre dans l'adolescence, il change. Moi, père, elle, mère, vont devoir avoir peut-être un autre discours face à cette évolution de l'enfant quand il entre dans l'adolescence. L'anthropologie, c'est d'abord le rapport à la filiation, à l'alliance, mais aussi à la filiation. La vulnérabilité en anthropologie se traduirait par des ruptures dans la filiation, des ruptures liées parfois à l'abandon, vous avez cité l'accouchement sous X, mais aussi la non-nomination, par exemple, du père de l'enfant, la non-identité de la paternalité. Et ceci marque aussi, à terme, une fragilité, une vulnérabilité dans l'identité de cet enfant qui va devenir homme ou femme. Qui est mon père? Quelle est la famille paternelle? Quelles sont mes loyautés familiales par rapport à ce côté-là qui m'a donné la vie? Où sont-elles? Quelle est mon identité? Quelle est la place dans ma famille et ma place dans la société? Donc finalement, cette fragilité induite par la non-connaissance de la structure familiale peut induire une vulnérabilité. Comment amener et sous-tendre à la vulnérabilité? Il est clair que le travail social de la Caisse d'allocation familiale de la Réunion et de toutes les CAF de France ont une grande charge. C'est-à-dire qu'ils vont tendre en amont à pallier à cette vulnérabilité, à ces vulnérabilités. Bien évidemment, à la Réunion, la CAF a 30 travailleurs sociaux, certains sont à la salle, mais aussi des conseillères économiques et familiales qui vont tendre à une instabilité passagère, endettement, surendettement, être à l'écoute, répondre aux besoins, travailler sur le budget, par exemple. Avec méthode, rigueur et compétence, ces interventions vont tendre, bien sûr, à amener les individus à ce qu'on appellera l'accès au droit. Et la question de la politique de l'accès au droit, au niveau de la caisse d'allocation familiale, elle est très importante, c'est un des piliers. Quels sont mes droits ? Est-ce que je connais tous les droits auxquels je peux avoir accès en tant que citoyen, père, mère? Eh bien, parfois, on s'aperçoit que la société évolue, il y a des lois, il y a une évolution, et on ne connaît pas tous les droits. Allez demander dans la rue, faites un micro-trottoir, et vous allez voir. Vous en parliez, ma collègue, tout à l'heure, par rapport au SAF. Donc, manque de connaissances, les travailleurs sociaux et les politiques familiales sont là pour tendre à cela, mais aussi par rapport à mes droits, vous l'avez compris. Donc cette priorité de la CAF dans le développement global du service aux allocataires est nécessaire et primordiale. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que sur les 265 000 allocataires CAF à La Réunion, 158 000 sont déclarés de bas revenus. 158 000 allocataires, si on le multiplie par 2, 5 ou 3 individus par famille en moyenne, finalement on arrive à 350 000 bénéficiaires, 350 000 sur à peu près 850 000 population totale. Donc finalement, ces populations rejoignent le taux de la couverture CMU et du coup, on a 52% de la population à La Réunion sous le seuil de pauvreté. Donc la question de la vulnérabilité, elle est importante sur ce contexte de cette ère, de cette société créole réunionnaise dans son passé et jusqu'à aujourd'hui, et même sur les effets de la départementalisation depuis 50-60 ans, l'effet structurel par les instances, par l'accompagnement, l'éducatif, la santé sont là et on voit bien les résultats et une grande avancée dans cette société qui a accéléré à grande vitesse. Il y a encore des situations vulnérables à soutenir. Donc le deuxième point concernera surtout l'accompagnement collectif, c'est-à-dire que des aides, bien sûr, de l'État, de la CAF, vont vers aussi des associations. Le réseau qui va travailler sur les vulnérabilités dans les quartiers. Je pense à la REP, le réseau d'éducation populaire, les épiceries solidaires, l'UDAF, Fondation Abbé Pierre pour le logement, et bien d'autres, je ne les citerai pas tous, sont là aussi pour subvenir à créer du lien social, de la cohésion sociale dans les quartiers pour que finalement chaque individu, bien évidemment à travers des bénévoles, une association, puisse développer ce qu'on appellera l'empowerment, le pouvoir d'agir sur soi et développer les solidarités de quartier qui pallieront au manque et à ces fragilités qui vont amener la vulnérabilité. Donc cette cohésion sociale, elle est importante dans les quartiers, rappelons-le que ici même à La Réunion, elle est très active, même s'il y a encore des choses à faire. Le troisième point concerne davantage la famille et la parentalité, puisque du coup, la question de la relation sociale dans l'acte éducatif est importante. Oui, des aides sociales, endettement, surendettement, oui, quartier, mais au sein même de la famille, ma collègue l'a dit, la famille, c'était des murs, on ne rentrait pas comme ça dans les familles. Il a fallu attendre les hygiénistes de la fin du 19e, début 20e, pour que l'État puisse
taper à la porte de la famille et passer le pater familias qui avait tout droit, hein, jusque sous les couvertures, d'accord? Je pense à la violence. Donc de ce fait, aujourd'hui, on s'intéresse un peu plus aux familles. En tant qu'enseignant-chercheur en sciences de l'éducation, on constate que l'éducation familiale est relativement récente. Ça démarre au tournant des années 80. Les sciences de l'éducation, au tournant des années 60, se sont d'abord intéressées à la sphère de la scolarité, la pédagogie. Et puis tout d'un coup, on se dit, mais oh, il n'y a pas que l'école qui va instruire et la famille. C'est là la famille que l'enfant va naître, qu'on va le bercer et lui donner les premiers soins. D'accord ? Donc ce champ-là est totalement, je veux dire, il a à peine 30 ans, c'est récent, un champ scientifique. À La Réunion, on mène des recherches et la création de l'Observatoire de la parentalité va dans ce sens, comment pallier à entrer, comment mieux connaître à travers des recherches ce qui se passe dans les processus éducatifs parents-enfants. Du coup, alors, c'est ici, du coup, les recherches que nous avons menées pour... bon, ça je l'ai déjà un petit peu dit, le contexte de l'isolement des parents, l'évolution des configurations familiales, beaucoup plus de monoparentalité aujourd'hui, et la famille monoparentale, qu'elle soit de façade ou réelle, est un problème aujourd'hui dans la vulnérabilité. Je parle par rapport à ceci, notamment par rapport aux besoins dans le soutien à la parentalité des familles monoparentales où le père n'existe pas. C'est-à-dire lorsqu'on fait des recherches, on en a fait notamment sur le dispositif vacances-famille mené par la CAF au village Corail de l'Ermitage, et ces familles qui partent en vacances pour la première fois sur la station balnéaire, imaginez la valorisation des êtres parents à pouvoir entrer au village vacances, on s'apercevait que beaucoup venaient pour le groupe monoparental, des mamans avec enfants, et puis on voyait passer des papas, apporter des couvertures, apporter des sacs, repartir à la voiture. Mais finalement, ces papas-là ne pouvaient pas profiter finalement des activités proposées par le service vacances-famille. Et en les interrogeant, on s'est aperçu qu'ils nous disaient « mais moi je suis là, mais je ne suis pas là hein ». D'accord ? Je suis là, mais je ne suis pas là. Donc, qu'est-ce que je suis en train de dire ? Je suis en train de dire qu'il y a bien des familles nucléaires, papa, maman, enfant, ou beau-père, belle-mère, hein, mais que finalement, au regard de la société, de l'État, de la CAF, la famille est monoparentale. De ce fait, on a fragilisé la place du père, vous comprenez, qui a moins d'assises. Et le jeune homme qui est papa demain, si on s'inscrit dans ce projet de famille pour bénéficier d'une certaine aide, et on peut comprendre en termes de précarité, de stage ou de non-emploi, que cette aide va subvenir aux besoins, est-ce que la vulnérabilité dans cette stratégie-là n'arrive pas par le processus établi? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est un peu le revers de la médaille. Évidemment que l'aide sociale, elle est importante, c'est la béquille, c'est la solidarité nationale, mais quelle est la place du père dans ce rôle-là? Est-ce que son nom apparaîtra sur la boîte aux lettres? Pas du tout. Est-ce que l'administration, en général, aura connaissance que cet homme est le père? Pas du tout. En cas d'instabilité, vous savez, la houle, il n'y en a pas que sur le littoral, il y en a parfois dans les couples de la houle, eh bien, l'homme va partir et madame restera au foyer avec les enfants. D'accord? Donc cette monoparentalité dans laquelle qui était inscrite de façade, va devenir réelle, finalement. Bon, c'est une vignette qui vous permet de comprendre qu'il y a tant à faire pour soutenir. Alors, l'Observatoire a plusieurs objectifs. Fédérer tout ce qui se passe sur la parentalité depuis 15 ans sur le département, Éducation nationale, Conseil départemental, association, CAF et bien d'autres. Recenser, mais aussi dédier un espace pour les acteurs, une plateforme collaborative et un pôle de ressources avec des recherches. Je terminerai là-dessus, c'est que les recherches en prévision, elles doivent être construites avec les acteurs. L'université mène des recherches, c'est ce qui nous a motivés pour la création de cet observatoire, c'est qu'il y ait le lien entre la recherche fondamentale, mais aussi les acteurs ou les instances, à l'occurrence la CAF, qui pilote l'observatoire, pour travailler sur les familles vulnérables dans le sens de l'intergénérationnel. Il y a quelque chose à La Réunion qu'il faut toucher, c'est les problématiques intergénérationnelles qui vont se répéter, trans ou intergénérationnelles, vous l'avez dit madame pour le SAF, et qui se répéteront encore tant qu'on ne prendra pas conscience qu'il faut dire stop. Stop, facile à dire, mais par quel processus? Il y a des associations, je citerai que l'AMPA par exemple, qui a mis en place un programme qui vient du Québec, Affaires de famille, et en 8 séances, tout individu qui entre dans ce processus peut tendre à influer sur ses addictions ou les addictions de ses proches. Parce que souvent on ne vient pas pour soi, on vient pour son frère, sa sœur, hein, qui est dans l'addiction. Et très vite, ils s'aperçoivent au bout de la 2e séance que ce n'est pas pour leur sœur, mais pour eux-mêmes. Mais leur point de vue et leur conscience par rapport à l'addiction de leur fils, par exemple, va évoluer et aura un impact sur cette addiction-là. Voilà, les processus existent, ils sont nombreux.
Je ne peux pas les développer tous. Voilà quelques exemples de recherches que nous menons à l'Observatoire. Je vous remercie. Merci Thierry pour cette lueur d'espoir. Bienvenue ce matin. Et je vous propose d'enchaîner avec un deuxième défi, cette fois-ci, pour peut-être mieux accompagner les familles et les victimes. Et je passe la parole donc à Madame Danielle Gaudieu, qui est donc directrice de l'ARAJUFA. ARAJUFA qui récidive aussi dans ses collaborations avec l'université, et je m'en félicite. Bonjour, merci. Donc, comme vous l'a dit Madame Pomard, donc Danielle Gaudieu, juriste et directrice de l'association ARAJUFA. ARAJUFA, association réunionnaise pour l'aide juridique aux familles et aux victimes. Donc, je vais vous exposer au travers de 3 exemples, 3 situations. Donc, l'accompagnement que nous proposons donc aux personnes qui, pour nous, donc sont en situation de vulnérabilité fragilisée, donc en raison d'un événement qui s'est produit dans la cellule familiale. Donc tout d'abord quelques mots sur l'association. Donc nous aurons 50 ans d'existence l'année prochaine. Nous sommes membres de France Victime, anciennement INAVEM, donc depuis 1986. France Victime est la fédération française qui regroupe plus de 130 associations professionnelles spécialisées dans l'aide aux victimes. Elle a pour mission d'engager des partenariats, des conventions pour faciliter l'accès des personnes victimes vers les associations locales. Nous sommes également membres du conseil départemental de l'accès aux droits depuis 2001 et nous participons donc activement, de par les permanences que nous tenons dans les points d'accès aux droits, donc à la mise en œuvre de la politique d'accès aux droits sur le territoire de la Réunion. Nos missions donc s'adressent à toute personne à la recherche d'informations sur ses droits et ses obligations et sur les moyens de les mettre en œuvre. Notre activité tourne principalement autour de 3 axes: l'accès aux droits, l'aide aux victimes et la représentation des mineurs. Les personnes qui s'adressent à l'ARAJUFA sont majoritairement des personnes ayant peu de revenus ou bénéficiaires des minima sociaux. L'accueil du public va se faire dans les tribunaux de grande instance de Saint-Denis et de Saint-Pierre et également dans les points d'accès aux droits, notamment 18 actuellement répartis sur toute l'île de la Réunion. Donc, s'agissant de l'accompagnement des personnes en situation de vulnérabilité, donc fragilisées, donc en raison d'un événement qui s'est produit dans la sphère familiale. Pour la première situation, il peut s'agir donc d'une personne fragilisée en raison d'une rupture familiale. Donc, comme nous le disait Monsieur Malbert, donc la cellule familiale est en évolution tous les jours. Le cas le plus souvent rencontré est celui d'une personne donc, qui sera en situation de rupture familiale et qui souhaite avoir des informations sur ses droits, sur ses obligations, notamment au regard du droit de la famille. Donc le plus souvent, ce sont des gens qui viennent vers nous pour nous demander comment engager une procédure, donc parce que je me sépare, donc notamment comment engager une procédure de divorce, de séparation de corps. Pour les couples non mariés, donc ils souhaitent savoir ce qu'il en sera donc au niveau des enfants, du logement qu'on a en commun, du droit de visite et d'hébergement. Et dans ces situations, donc les accueillants vont accueillir cette personne et l'informer de ses droits, mais également de ses obligations. On va l'orienter vers les institutions compétentes, l'accompagner dans les démarches, souvent d'aide à l'accès à l'aide juridictionnelle, et aider les personnes à comprendre et également à faire exécuter les décisions de justice qui seront rendues. Les affaires familiales donc, représentent 80% des affaires civiles pour lesquelles nous sommes sollicités, donc à l'ARAJUFA. S'agissant de la deuxième situation, il peut s'agir également d'un mineur donc, qui est fragilisé en raison d'une agression physique ou sexuelle dont il a été victime, mais aussi fragilisé en raison d'une action en justice qui a été engagée, donc en lien avec sa filiation, comme le disait Monsieur Malbert, souvent ici à La Réunion. Donc quand on se met en couple, le papa, pas le papa biologique, mais le concubin est d'accord pour reconnaître l'enfant, mais quand on se sépare, oui, bel et plus à moins. Donc c'est des actions de contestation de filiation.
Dans ces situations, donc l'association va accompagner le mineur puisqu'on va être désigné administrateur ad hoc, donc soit par le juge d'instruction ou par les parquets. Et nous allons donc représenter les intérêts de ce mineur puisqu'il y a un conflit d'intérêts entre le mineur et les représentants légaux, donc normalement les parents. Pour citer donc le genre de procédure, ça peut être, comme je vous disais, des cas de contestation de filiation, mais aussi des cas d'enfants victimes de violences physiques ou sexuelles, donc par un membre de la famille, même par les représentants légaux également. Donc à ce moment-là, l'intérêt de l'enfant n'est pas bien assuré. Donc nous sommes désignés administrateurs ad hoc le temps de la procédure et nous prenons donc attache avec un avocat et gérons le dossier, toute la procédure avec cet avocat. Enfin, la troisième situation, il peut s'agir d'une personne qui a été victime donc de violences sexuelles, physiques ou victime d'une dégradation de biens, d'un fait matériel. Donc pour reprendre l'exemple de Madame Jouvenot, donc concernant les victimes de violences conjugales, nous allons donc accompagner donc cette personne qui se trouve en situation vulnérable, fragilisée, donc notamment en raison des violences qu'elle a subies dans la cellule familiale. Nous allons l'informer de ses droits, des démarches à effectuer pour les faire reconnaître, notamment comment déposer plainte, donc comment se constituer partie civile devant le tribunal, est-ce que j'ai droit à un avocat, également la renseigner donc sur tout le volet civil puisque en complément des informations qu'on va lui donner donc sur le dépôt de plainte en sa qualité de victime, il faut bien évidemment régler sa situation au niveau familial, tout ce qui se pose pour les enfants, le logement en commun, donc ces informations lui sont également données. Nous allons accompagner cette victime de violences conjugales tout au long de la procédure et pour cela, les juristes et les psychologues, puisque nous proposons également donc à ces victimes donc en situation de vulnérabilité un soutien psychologique. Concernant les victimes de violences conjugales, je voulais juste faire dire quelques petits mots sur le dispositif téléphone grave danger. À La Réunion, ce dispositif, il est porté par l'association Réseau Vif et par nous-mêmes, étant précisé que c'est l'association Réseau Vif qui est l'association référente du dispositif, puisqu'elle assure la gestion administrative et financière du dispositif. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Réseau Vif a pour objet de favoriser l'amélioration de la prise en charge des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes à La Réunion lorsque critère de dangerosité est mis en évidence. Pour être éligible au téléphone grave danger, donc des conditions préalables sont indispensables, notamment il faut être une femme victime de violences conjugales ou de viol. Il faut qu'il y ait eu une interdiction d'entrer en contact qui ait été formalisée au plan judiciaire et également une absence de cohabitation donc avec l'auteur. Donc dans l'évaluation du grave danger, donc il est question également de vérifier les critères liés à la vulnérabilité de la victime. Donc s'agissant de ces critères, on va étudier à partir de différents indicateurs donc plusieurs éléments concernant la situation de la victime, notamment sa situation socio-géographique. Où est-ce qu'elle habite? Est-ce qu'elle habite en pavillon? Est-ce qu'elle habite seule au rez-de-chaussée? Est-ce qu'elle habite dans la même ville que l'auteur? Tous ces éléments donc vont étayer en fait la situation de grave danger. Il y aura également des éléments qui seront recherchés sur sa situation professionnelle, socio-professionnelle. Est-ce qu'elle travaille? Est-ce qu'elle a des enfants? Sur sa situation socio-économique. Est-ce qu'elle est capable? Est-ce qu'elle a la possibilité, les moyens d'être relogée dans un logement public? Est-ce qu'elle a un revenu qui lui permet de prétendre un bail privé? Donc il y a également des éléments qui sont recherchés sur sa situation socio-familiale. Est-ce qu'elle a de la famille proche? Est-ce qu'un hébergement possible et un hébergement est possible chez un tiers? D'autres éléments par particulière faiblesse sont pris en compte également. Est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle est porteur d'un handicap? Est-ce qu'elle est enceinte? Et ces éléments-là vont étayer notre évaluation donc, de grave danger. À titre d'information, donc depuis le démarrage de ce dispositif téléphone grave danger, depuis 2015,
33 téléphones ont été délivrés, dont 15 en 2017. Voilà, donc je voulais juste, pour conclure, vous dire que on est soumis quand même à des principes d'action. Donc on accueille toute personne sans condition de ressources. Nos services sont entièrement gratuits. Les entretiens sont confidentiels. Nous ne représentons pas les personnes au procès, seulement pour les missions d'administrateurs ad hoc. Il nous est interdit d'orienter les victimes vers un professionnel nommément désigné du secteur marchand ou libéral. Nos intervenants sont formés et enfin on respecte l'autonomie de décision de chaque personne reçue. Voilà, merci. Merci à vous, Madame Gaudieu. Donc, on vous a présenté un petit peu les témoins privilégiés qui sont à cette table, ont essayé de vous livrer un petit peu leur vision de la vulnérabilité au sein de la cellule familiale. Vulnérabilité qui, vous l'avez compris, se conjugue la plupart du temps au pluriel. On a pu peut-être susciter chez vous des questions, des interrogations, et c'est le moment que l'on souhaite partager avec vous pour vous laisser la parole pour interroger les différents intervenants sur les thématiques qui vous intéresseront le cas échéant. Donc n'hésitez pas, la première question est toujours la plus difficile, donc allez-y, et on l'a fait pour discuter avec vous, donc n'hésitez pas à prendre la parole. Donc, si vous voulez bien juste rapidement vous présenter, alors pas forcément en détail sur votre identité, et peut-être préciser la personne à qui vous adressez particulièrement la question, le cas échéant. Merci. Pas de problème. Donc Nadia Djelouli, je suis médecin à l'EPSMR. Je suis invitée par la Croix-Marine et j'ai des questions à 3 personnes différentes, entre autres concernant le tabou du viol conjugal, donc à Madame Jouvenot. Une autre question concernant l'absence du papa à Monsieur Thierry Malbert. Et ma question à Monsieur Thierry Malbert, c'est est-ce que ce n'est pas une perversion de la procédure parent isolé qui fait que le papa, il apparaît et il disparaît? Et la dernière question concerne le dispositif affaires de famille dont vous avez parlé aussi. Est-ce que vous pouvez nous dire s'il est appliqué à La Réunion? Merci pour vos réponses. Alors, je vais peut-être simplement vous demander de préciser votre question concernant le viol conjugal. Alors, est-ce que le viol conjugal n'est plus un tabou? Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on envisage l'éventualité du tabou du viol conjugal? Parce que pour l'instant, on considère que dans un couple, il n'y a pas de viol. Alors, on essaie d'accompagner. Alors, je vais vous répondre de ma place de thérapeute au CEVIF, donc quand j'accompagne des victimes. Oui, très souvent, et c'est tout un travail d'accompagnement pour pouvoir faire prendre conscience à la victime que un rapport sexuel imposé par monsieur, par l'auteur, c'est un viol. Voilà. Donc ça, c'est un travail de longue haleine à faire parce que effectivement, dans les représentations des victimes et très souvent encore même des professionnels, ça reste quelque chose de tabou. Voilà. Oui. Alors, si je peux juste compléter le propos, vous dire que juridiquement, le viol entre époux a longtemps été nié par la loi, tout simplement parce qu'on considérait qu'il y avait une conséquence coutumière, entre guillemets, enfin en tout cas dans l'obligation matrimoniale qui était celle de l'obligation de communauté de lit, de vie, il y avait cette obligation effectivement d'avoir des relations sexuelles entre conjoints. La jurisprudence a largement évolué d'abord, notamment dans les années 92, avec la reconnaissance du principe que effectivement le viol peut exister entre époux. Il a fallu effectivement attendre plus tard que le législateur choisisse d'ériger le viol entre époux comme une infraction à titre spécifique, alors que le texte sur le viol n'excluait pas l'hypothèse du viol entre époux, mais on ne pensait peut-être pas, ou en tout cas il n'était pas reconnu. Donc on a un texte aujourd'hui spécifique sur le viol entre époux. La vraie difficulté, au-delà de l'existence d'une incrimination pénale de viol entre époux, c'est la possibilité
de prouver ce viol. C'est une question de preuve et l'enjeu, évidemment, c'est que dans le cercle fermé des relations de couple et de famille, il est évidemment très compliqué d'établir qu'il y a eu viol, puisque établir l'existence de relations sexuelles en tant que telles ne suffit pas à caractériser un viol, encore faut-il prouver qu'il y a eu contrainte, violence, menace ou surprise. Et ça, personne n'est dans l'intimité du cercle, évidemment, familial, et les gens sont en général à droit et ne le font pas en public. Et donc, évidemment, on a également toute une jurisprudence qui a été développée là-dessus, notamment lorsqu'il s'agissait de démontrer qu'il y avait eu des violences, etc. Eh bien, donc, par exemple, arguer des coups qu'on avait ou des marques qu'on avait sur les bras, et les conjoints avaient beau jeu de répondre que les pratiques sexuelles un peu violentes, c'est ce qu'aimait finalement leur conjoint. Donc, ce que je veux dire, c'est le principe existe, on peut réprimer un viol entre époux. La difficulté, c'est une difficulté de preuve, évidemment. Voilà, oui, merci. Donc, par rapport au papa. Donc, du coup, la fragilité, la vulnérabilité viendrait du fait que le père est là, il n'est pas là. C'est ça, madame, hein? Et vous disiez, vous remettiez en cause l'allocation de parents isolés, même si on ne l'appelle plus aujourd'hui, le droit, finalement. On ne va pas pouvoir réformer le droit par rapport à ça. Pourquoi? Parce que l'ancienne allocation parents isolés, tout le monde la connaît sur ce terme-là, c'est une béquille. Pourquoi? Parce qu'il fut un temps où la famille monoparentale était mal vue. Un parent seul, en l'occurrence une dame, ne pouvait pas élever les enfants, puisqu'au début du XXe siècle, elle n'avait pas forcément je veux dire, le rôle de l'économie de la famille. L'argent ne rentrait pas par madame, ou que pour très peu d'entre elles. D'accord? Donc, de ce fait, cette béquille parent isolé, on ne va pas pouvoir l'enlever, hein, ou sa terminologie moderne aujourd'hui. Par contre, ce qui est important de travailler, c'est sur la responsabilité et du projet de couple, parental. Qu'est-ce qu'on veut pour nos enfants? Qu'est-ce qui serait meilleur pour nos enfants en termes d'identité, d'assises, reconnaissance du père, de la mère, des rôles et fonctions divers, très bien. Et même si le couple se sépare, on le voit aujourd'hui dans les nombreuses séparations, que le père garde le lien avec l'enfant. C'est-à-dire que si le conjugal se fragilise, que le parental se renforce. On en est là aujourd'hui. Comment influer sur les jeunes pères ou les pères à la Réunion dans ces cas-là? Et ils sont nombreux, vous le savez, et on peut en faire partie, il n'y a pas de jugement là-dessus. On fait un état des lieux. Eh bien, c'est là l'intérêt aussi de mettre en lien la recherche avec le travail social et la politique. C'est ce qu'on essaye de faire à l'Observatoire avec la CAF. On a mené une étude sur le rôle et la place du père à La Réunion. Vous pouvez la retrouver sur le site de l'Observatoire. Et très prochainement, au mois de mai, avec les travailleurs sociaux de la CAF et les politiques, CAF, État, on va essayer à partir de cette recherche de trouver des outils pour influer, sensibiliser la conscience des pères, mais aussi des mères. Parce que c'est une histoire à deux, hein. Combien de femmes vont pouvoir faire de la place à des pères au niveau de leurs enfants et combien vont les mettre à l'écart, parfois comme ont fait leur mère ou leur grand-mère. Donc on est sur le culturel, sur l'identitaire, sur la manière de vivre en famille, et cette conscientisation, elle ne passera sans couper aucun droit, mais par des habitudes et des comportements différents. Voilà. Pour la deuxième question sur les addictions, comment ne plus répéter ce que portent nos grands-pères et nos parents, quelles que soient les fragilités. Le dispositif dont je parlais, mis en place par l'AMPA, qui a plusieurs antennes AMPA à La Réunion, est actuel. Hein, vous pouvez vous inscrire auprès de l'AMPA. On va restituer l'évaluation le 2 mai. Et donc, de ce dispositif est probant. Il est dans certaines académies, je veux dire, régions de métropole. Il nous vient du Québec. Et en 8 séances, les effets sur la prise de conscience de ses propres addictions ou des addictions de ses pairs, au sens large, est fort et amène l'individu à poser les choses autrement. Donc c'est vraiment un temps pour prendre conscience de qui nous sommes, vers quoi nous allons et qu'est-ce qui peut nous aider à aller mieux. Bonjour à toutes et tous. Moi, je suis étudiante éducateur jeunes enfants à l'IRTS de Saint-Benoît. Moi, j'ai une question, en fait, une question générale par rapport à tous les intervenants qui sont là. On parle d'accompagnement, on parle de vulnérabilité, les violences conjugales, la parentalité, la RAJUFA, les médecins. J'ai une question d'actualité qui est vulnérabilité bien, il y a l'accompagnement, il y a eu du travail de fait.
Mais qu'est-ce qui se passe avec l'actualité sur le désengagement, le désengorgement des tribunaux et qui fait que la numérisation pour une personne qui viendrait porter plainte ferait une déclaration sur Internet et n'aurait plus cet accompagnement humain qui est très important. Et j'entends ça dans l'actualité, la RAJUFA qui dit on est là pour aider les gens à comprendre qu'est-ce qui va se passer dans leur moment difficile. Et à ce moment-là, s'il n'y a plus d'intervenants humains, comment le vulnérable peut être accompagné alors qu'on risque de faire un pas en arrière ou sinon plus. Donc celui qui veut répondre au choix. La question est effectivement très importante et c'est, je ne vous le cache pas, l'une des raisons d'être de ce type de manifestation qu'on essaye de porter. C'est d'essayer d'expliquer qu'il y a des territoires, des endroits, des moments où il faut savoir peut-être prendre en considération des spécificités, l'accès à Internet, l'accès aux nouvelles technologies au sens très large n'est pas une évidence pour toute la population de La Réunion, et c'est pas du tout méchant de ma part quand je dis ça, au contraire c'est réaliste, et que si on veut bien accompagner, il faut accompagner en adéquation avec le territoire qu'on accompagne. Et je pense que, enfin moi ce qui me tient à cœur, je sais que Madame Gaudieu l'a d'ailleurs dit pas plus tard qu'hier, je pense sur des médias, que c'est important de garder, vous l'avez dit, de l'humain. On se rend compte dans tout ce qu'on a automatisé, déshumanisé, il arrive un moment donné où toutes ces procédures ont leurs limites. Alors elles correspondent sans doute à certaines parties du territoire, et c'est sans doute une très bonne chose, parce que ça te permet de gagner du temps dans certaines situations pour certaines personnes, mais je pense qu'il serait dommageable que l'un se substitue à l'autre, si vous voulez. Et donc qu'on puisse avoir une nouvelle proposition pour des gens très à la page qui ont les moyens d'aller vers ce type d'outils, pourquoi pas, que ça remplace le reste, effectivement, je n'y suis pas favorable. Et j'entends effectivement, via ce type de concertation, qu'on puisse aussi faire remonter les spécificités de notre territoire et expliquer que c'est juste pas réaliste, quoi. Voilà. C'est... Quelqu'un d'autre vous réagit ? Je vais quand même dire deux petits mots, puisque hier j'ai été interrogée par Réunion Première sur ce sujet 10 minutes. Hein. Et du coup, effectivement, nous en notre qualité d'association d'aide aux victimes, mais également en notre qualité d'accompagnement, donc juriste accompagnant donc toutes les personnes, tous les justiciables. Donc on a manifesté également notre inquiétude concernant tout numérique. Et donc quand on voit que depuis 1969, on accompagne les personnes, ces personnes ont besoin d'aide notamment pour remplir une demande d'aide juridictionnelle. Les locaux de la RAJUFA ne désemplit pas, donc on est quand même en 2018 pour faire cette démarche, ce dossier d'aide juridictionnelle. Donc on est nous aussi également inquiets concernant donc cet accès donc au numérique. Et ce qu'on disait, c'est que effectivement, comme le dit Madame Pomar, c'est laissons aux justiciables le choix. Donc celui qui est au point avec tout ça, d'accord, mais le justiciable qui lui il habite loin ou éventuellement il n'est pas outillé, donc qu'on puisse lui donner ce choix. Quoi qu'il en soit, nous, au niveau de la RAJUFA, donc en fonction de ce qui sera décidé, puisque pour l'instant, on n'en sait pas plus aussi, sur est-ce que ça sera une saisine uniquement par une plateforme numérique, ces victimes, est-ce que effectivement, comment ça se passera quand elles vont déposer leur plainte en ligne, mais je pense qu'il y aura quand même un choix laissé comme concernant les impôts. Donc aujourd'hui, on a eu le choix pendant quelques années là, donc soit la version papier, soit la version numérique. Donc espérons que ça sera la même chose. Quoi qu'il en soit, nous au niveau de l'association, donc il faudra bien entendu qu'on se réorganise en fonction de ce qui sera décidé et donc l'accompagnement donc sera peut-être autre. Si jamais donc il faut les aider donc à faire justement donc cette saisine donc en numérique, donc nos services vont devoir bien évidemment évoluer et adapter notre offre de service à la demande. Voilà.
Alors moi, je suis étudiante en Master 2 Droit de l'Homme à l'Université de Strasbourg. Et je m'adresse peut-être plutôt aux juristes, mais d'un point de vue plus théorique, soulever 2 points qui ont été précisés aujourd'hui. Le premier sur le concept de catégorie, pour essayer de définir ensemble la définition de la personne vulnérable et des vulnérabilités. Donc, Madame Pomar, vous avez rappelé que le droit de la famille raisonnait plutôt en termes de catégorie plus qu'en termes de personne. Et il me semble que c'était Madame Jouvenot qui disait que finalement l'essor de la notion de personne vulnérable visait un peu à éviter de créer une catégorie d'exclus, de stigmatiser. Mais finalement, aujourd'hui, au regard du droit, on s'aperçoit que c'est conceptualisé en termes de catégories de personnes vulnérables. Donc il y a des listes, dans certains pays comme la Belgique, etc., on liste, c'est des listes non exhaustives bien sûr, mais c'est des listes de personnes, les femmes, les enfants, les demandeurs d'asile, etc. Donc est-ce qu'il n'existe pas aujourd'hui ce risque de stigmatisation qui est encore très présent, même si c'est une notion qui est peut-être moins pire que la notion d'incapacité, mais qui soulève encore des problématiques. Et j'en viens au deuxième concept qui a été soulevé, la notion de risque. Plusieurs d'entre vous ont rappelé l'étymologie du mot, donc qui peut être blessé. Donc c'est vraiment une notion qui est probabiliste, qui est basée sur le risque de violation des droits de l'homme. Donc comment à partir de là créer une définition de la personne vulnérable alors que c'est quelque chose dont on ne peut pas forcément mesurer le risque exact de vulnérabilité de la personne. Et là, je remercie aussi M. Malbert pour sa définition de la personne vulnérable. Et on voit vraiment bien les différences entre la définition que vous avez donnée, donc sur l'instabilité, l'état d'instabilité, et la définition qu'avait donnée ce matin M. le sous-préfet, qui avait tout de suite parlé d'incapable. Donc on voit aussi la différence entre les différents acteurs qui interviennent, donc ce serait plutôt ça, comment arriver à définir correctement la notion de personne vulnérable. Alors, merci de vos questions. Alors peut-être premier temps dans mes réponses par rapport à le raisonnement que je tenais tout à l'heure de le droit de la famille, en tout cas, a souvent tendance à catégoriser. On catégorise, on raisonne aussi beaucoup via des seuils. À partir de 15 ans, à partir de tel âge. Et l'enjeu du colloque, en tout cas de la manière dont moi je l'ai conçu, c'est peut-être de se demander dans quelle mesure l'affirmation d'un concept de vulnérabilité, adaptable, flexible, souple, pourrait permettre de dépasser un raisonnement par catégorie, un raisonnement par seuil. Pour vous dire le fond de ma pensée et vous prendre quelques exemples, je ne suis pas sûre qu'un mineur soit forcément toujours vulnérable. Je ne suis pas sûre non plus qu'une personne âgée le soit forcément. Et je pense qu'on peut tous être plus ou moins vulnérables à un moment donné. Et je vois dans l'affirmation du concept de vulnérabilité une occasion de dépasser un raisonnement par catégorie et une occasion aussi d'avoir des réponses qui soient plus adaptées, plus casuistiques, moins tu es femme, hop, voici ton dispositif. Tu es mineur, hop, voici ton dispositif. Qu'on puisse aller vers quelque chose d'un peu plus souple et adapté. Et je pense que c'est possible. Le droit de la famille nous le prouve sur certains volets. Et donc l'enjeu, il est aussi clairement en termes de fléchage des politiques publiques. Aujourd'hui, les politiques publiques sont fléchées, femmes en situation de violence conjugale, mineures, etc. Donc les politiques publiques ont tendance à raisonner par catégorie. Et si, de temps en temps, on raisonnait de manière un peu plus transversale. Alors je ne suis pas contre le fait de catégoriser à un instant T quand il y a besoin de prendre conscience qu'une catégorie de personnes est dans une situation délicate et qu'on ne fait rien pour elle. Par exemple, sur les violences conjugales, ou intrafamiliales, je pense qu'il était nécessaire à un moment donné d'affirmer une catégorie. Mais je pense qu'au bout d'un certain temps, quand on prend conscience de la difficulté, il est bon de raisonner de manière plus transversale, pour tout vous dire. Sur le deuxième volet, moi je pense que la notion de risque que vous faites émerger, que vous avez relevée en tout cas, est intéressante et je pense que ce qui est pertinent, c'est d'être en mesure de
de partager ensemble les divergences de conception qu'on a de la notion de vulnérabilité. Parce qu'en fait, elle se retrouve dans différents domaines, dans différents textes, dans différentes conventions, et on ne met pas la même chose derrière la notion de vulnérabilité. Et je pense que l'enjeu notamment du colloque, où chacun va s'exprimer, c'est de pouvoir comprendre que chacun a une acception différente, et le rôle du rapporteur de synthèse de ces 2 jours, c'est sans doute d'essayer de dire à la fin, bon, qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dans la vulnérabilité ? Pendant très longtemps, la vulnérabilité n'a pas du tout été envisagée au plan économique. C'était surtout physique, psychique. Et puis après, on a affirmé la notion de vulnérabilité économique de manière plus claire. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ce terme ? Je pense qu'on aura plutôt la réponse en fin de colloque. Voilà. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut répondre. Alors moi je suis étudiante à l'IRTS de Saint-Benoît. Alors ma question se dirige vers Madame Jouvenot, mais elle reste ouverte aux autres professionnels aussi. Je voulais savoir quels sont les dispositifs mis en place pour accompagner un enfant témoin de violences conjugales sans perturber son développement. Vous me donnez combien de temps pour répondre à cette question? 2 minutes. Bon, alors déjà, bien préciser qu'un enfant qui est témoin de violences conjugales, c'est un enfant victime. C'est une victime. Donc ce n'est pas un enfant qui va avoir un développement qui va suivre un long fleuve tranquille. Hein, on considère maintenant l'enfant témoin, on ne parle plus d'ailleurs d'enfant témoin, c'est une notion qui a complètement disparu. Hein, on parle d'enfant victime aussi. Voilà. Donc ça c'est très important. Donc son développement va en être perturbé. Il va y avoir des conséquences et c'est important de pouvoir le prendre en charge, de l'accompagner dans un suivi psychothérapeutique. Voilà. Bonjour à tous. Moi, je n'ai pas de questions, mais vous partager une expérience. Alors, je me présente, Nathalie Gasque. Je suis coordinatrice d'une petite structure qui s'appelle la Maison des Familles. Nous sommes situés sur un quartier populaire de la Source. Et nous faisons l'expérience depuis 1 an d'ouvrir cette structure à toutes les familles du secteur, mais du département, puisque nous avons aussi des familles du Sud qui viennent. Et l'idée de cet espace-là, c'est de permettre la rencontre entre les parents, les enfants. C'est un espace communautaire où les activités, les actions, tous sont réfléchis avec les familles. Ça demande de la part de l'équipe, bien évidemment, d'avoir une posture bienveillante, d'être dans pas celui qui sait et celui qui ne sait pas. Nous sommes tous des apprenants. Et vraiment, nous avons des pépites. Les familles sont extraordinaires. Elles ont de la créativité. Bien souvent, quand elles arrivent, c'est « Ah, m'y connais pas. Ma papa parti l'école loin. M'y connais pas qui ça m'a la peur. » Il y a un accompagnement. Et l'idée de dire que on est ensemble. On va réfléchir ensemble. Vous êtes soutenus. On est là. Eh ben, ça, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc voilà, on avance, petit pas, comme on dit ici à La Réunion. On est sur une expérimentation. On espère que ça va continuer. On est soutenu par la CAF, par la politique de la ville. Et vraiment, je vous invite à venir nous voir, à regarder notre site. C'est les apprentis d'Auteuil, donc dispositif de soutien à la parentalité. Et voilà, et on travaille aussi avec les partenaires qui sont du secteur. L'idée, c'est de vraiment le faire ensemble, dire qu'on avance, et les échecs, eh ben, on est à côté de vous. Voilà, c'est juste cette expérience-là que je voulais vous faire partager ce matin. Merci à vous. Alors, vous êtes situé à La Source, hein, c'est bien ça, hein, Maison des Familles à La Source. Bonjour, je suis Mademoiselle Weiss, donc apprenante à l'IRTS. Et alors j'ai entendu le discours de Mme Jouvenot qui parlait justement de violence économique, la vulnérabilité économique, et de M. Malbert par rapport au rôle, à la présence du père ou non.
Et il y a des situations où j'ai pu voir en fait où il y avait une manque d'information, manque de cohésion, où le père veut bien être présent dans une famille mais ne participe pas économiquement. C'est-à-dire qu'il est donc la famille, la mère, où ils sont déclarés ensemble, donc il ne perçoit pas les aides. Mais si le père ne veut pas participer économiquement, la famille est encore plus, enfin la mère et les enfants sont encore plus dans cette vulnérabilité, mais ne sont pas pour autant aidés par la CAF. Donc il y a des choses comme ça où je trouve vraiment, je sais pas, il y a un manque d'information, il y a un manque de, je sais pas, de suivi réel par rapport au terrain. Alors c'est bien, on coche des petites cases, on coche, il y a quelqu'un, il n'y a pas quelqu'un, enfin voilà, c'est des petites cases qui sont cochées, et la réalité même du vécu est différente. Voilà, moi je trouve ça dommage. Alors, vous nous faites plus partager un constat. Juste peut-être pour vous répondre, si le père a reconnu l'enfant, s'il y a un lien juridique, il y a des outils juridiques qui peuvent le forcer à contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Ça, c'est une certitude. Donc, si ce n'est pas la société qui le prend en charge, si un lien de filiation est établi, on peut le forcer économiquement. Après, ce que vous nous dites, c'est-à-dire que parfois les gens mentent ou arrangent la réalité pour rentrer dans les bonnes cases, ça nous prouve aussi que, et c'est un peu les limites, on met en place des aides, Thierry le disait tout à l'heure, on ne peut pas non plus supprimer toutes ces aides parce que certains abusent. Alors oui, il faut renforcer les contrôles, mais il est quand même important que les aides puissent exister à un moment donné pour... Père et mère vivant ensemble, déclarés ensemble, et pourtant le père, ou des fois la mère, je ne sais pas, l'un des deux ne participe pas économiquement ni dans son rôle, et pourtant ils sont ensemble, ils habitent ensemble. Alors est-ce qu'en habitant ensemble, en étant en concubinage ou marié, est-ce qu'il y a quelque chose où la relation conjugale fonctionne, mais le rôle de parentalité n'est pas pris? Si vous êtes marié, par exemple, si l'un des deux, et vous vivez au même foyer, si l'un des deux ne contribue pas spontanément à l'entretien de la famille, il peut être condamné au plan du droit, donc judiciairement, à payer une pension alimentaire. Alors, comment la famille survient à ça? Ça se passe bien, mis à part économiquement, ça se passe Oui, bien. mais si les gens ne le demandent pas, le juge ne sait pas ce qui se passe dans les familles, évidemment. Mais s'il y a une demande, si l'un ne contribue pas spontanément, il peut y être forcé. C'est théorique. Après, il faut le mettre en pratique. Dernière question, peut-être ? Merci. Moi, je tenais à vous remercier pour la mise en lumière et l'éclairage qui m'aide à comprendre, j'espère, avec une prise de conscience et qu'elle perdure pour un mieux vivre ensemble pour notre communauté. J'ai une question c'est pas vraiment une question pour Madame Madame Ducré. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt votre exposé, mais je dois montrer ma vulnérabilité due à mon manque d'ignorance, je suppose, à mon manque de culture. J'ai pas compris la note joyeuse. Je crois que c'était du latin. Voilà, je ne vais pas la donner, qui faisait référence effectivement à ce qui s'est passé à Sodome et Gomorrhe. Et donc je terminais par une note plus joyeuse en reprenant, en allant à l'encontre effectivement de ce qu'avait avancé le professeur Rivière, qui avait une note un peu plus triste, disons, et peut-être moins joyeuse. Donc je terminais par ces points. Voilà. Merci. Et puis à Madame, excusez-moi, j'ai pas les noms, à Madame Bérénice Doré. Je suis toujours impressionnée par un médecin et moi j'ai affiché ma vulnérabilité et moi je me demande comment faire face à votre souffrance en tant que femme, peut-être mère, je ne sais pas, devant le constat que vous donnez là aujourd'hui de la situation à l'île de la Réunion et de tous ces enfants en souffrance. Ma fille prépare en ce moment à l'SP juste à côté du CHU justement voilà, donc son CAPES, elle doit le passer et elle va dans les écoles en stage et elle dit les parents ne viennent pas ne s'intéressent pas à l'éducation de leurs enfants, donc elle est encore dans le jugement, elle a 20 ans donc
Et moi, je me demande si vous intervenez face à dans ce milieu éducatif, la santé et l'éducation, pour moi, c'est primordial. Et je voulais savoir comment vous aider en tant que médecin, si on vous aide pour porter ce poids qui est le vôtre. Voilà, et merci. Merci beaucoup pour votre question. Alors, soyez pas du tout impressionnés, hein, il ne faut pas être impressionné devant les médecins. Alors, la question que vous soulevez par rapport à nos actions vis-à-vis du monde éducatif, c'est une très très bonne question. Quand on a commencé à s'intéresser au syndrome d'alcoolisation fétale, ici à La Réunion, mais c'est un problème qui touche toutes les régions de France. Avant, j'entendais Strasbourg tout à l'heure, avant j'étais en Alsace, ça touche l'Alsace, ça touche toutes les régions. J'ai envie de dire, ça touche partout, il y a de la misère, toutes les misères. Clairement, pour essayer d'avancer, hein, et c'est aussi pas à pas, il faut qu'on avance ensemble. Il faut qu'on avance ensemble. Et ce constat, même moi, si je voyais arriver les enfants en consultation, ils venaient en consultation de génétique, parce que je vois des enfants avec des maladies génétiques, et puis j'avais toute cette catégorie, je sais pas, tous ces enfants où c'était pas génétique, c'était une rencontre avec l'alcool. Et je me suis dit, mais c'est pas juste un problème. C'est pas juste un problème médical, c'est un problème médical, mais ces enfants, ils sont dans leur famille, ils sont avec leur assistante familiale, ils vont à l'école, ils vont au collège, etc. Donc là, ce qu'on essaye de faire actuellement, c'est de former tout le monde. Alors c'est super ambitieux, mais il faut avoir un peu d'ambition. L'ARS un jour m'a dit, soyez pas trop ambitieux, soyez réalistes. Non. Il faut être ambitieux, c'est comme ça qu'on a eu le plan quand même. Donc, milieu scolaire, oui, bien sûr, ça a été notre priorité. Alors moi, partout où on ouvre une porte, je m'engouffre, je suis absolument insupportable. Alors j'enfonce des portes ouvertes, et puis il y en a qui sont vraiment fermées à double tour. Mais le rectorat nous a ouvert très grand la porte, et là actuellement, alors c'est un tout début, c'est une petite goutte, hein, mais on a formé avec le centre ressources tous les médecins scolaires. Les médecins scolaires, ils savent ce que c'est que le SAF, maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. C'était juste un gamin insupportable qui faisait le souk à l'école. Les infirmières scolaires sont toutes formées là, sur le département. Ça fait depuis un mois. Je commence à connaître d'autres catégories professionnelles, les psychologues du RAZ, des initiales que je ne soupçonnais même pas. Mais on forme tout le monde. Alors il va falloir former les profs, hein, et clairement on va s'y atteler. Et je pense qu'avec Frédéric Lebot, qui est médecin conseiller technique au rectorat, on va déjà s'attaquer aux profs de SVT. C'est un peu logique. Quand on parle grossesse, on parlera alcool. Donc c'est comme ça, petit à petit, je veux dire qu'on avance. En tous les cas, c'est en cassant. Et ça doit être un message clair. Et moi, je dis merci à Cathy Pomard d'organiser ce type de réunion. C'est justement là, en cassant les catégories. On est médecin, on est prof, on est juge. On doit tous ensemble, je veux dire, avoir au moins ce background de connaissances pour ne pas passer à côté. Là, actuellement, j'ai 2 enfants par semaine qui viennent à la consultation adressée par les infirmières scolaires et qui ne se loupent pas. Donc, ouais, on avance. Est-ce qu'on en a besoin? Ouais, on aurait besoin, mais les psychologues à l'hôpital, c'est esthétique. C'est ma colère.